Hop. Ambition morale de Rutger Bregman, écrivain et historien néerlandais. Donc on avait traité déjà un livre de Rutger Bregman, épisode 37. C'était Utopie réaliste, voilà, c'est ça. Et pour traiter ce livre, on est avec Romain Barbe. Alors Romain, ça parle de quoi ce livre ? Explique-nous. Mais pour la peine, c'est pas la même vibe que Utopie réaliste. Si ces anciens livres, ils vous caressaient, ils vous parlaient d'un avenir meilleur, là, pour la peine, c'est un livre qui vous bouscule. Il vous regarde dans les yeux, il vous pose des questions que vous n'aimeriez pas vous poser, et il va chercher vraiment sur finalement quelles sont vos valeurs, comment les mettre en pratique concrètement. Et il dit globalement, vous contentez pas de ce que vous faites, cherchez à faire bien meilleur. Et si vous voulez être du bon côté de l'histoire, essayez de prendre le pas derrière ces personnes qui ont été hautement inspirantes avant vous. D'accord. Et peut-être tu peux te présenter aussi parce que du coup ça n'est pas Georges aujourd'hui, c'est Romain. Peut-être explique le switch. Ouais, moi je suis le fondateur d'une organisation qui s'appelle Mieux Donner. Mieux Donner, c'est à la fois une plateforme indépendante qui oriente les dons vers les associations les plus efficaces et c'est aussi une organisation qui fait du partage de connaissances scientifiques. En fait, on rend accessible les informations, les données disponibles qui nous laissent savoir où est-ce que nos ressources peuvent faire la plus grande différence. Et donc, en fait, il y a pas mal d'idées qu'on défend qui sont très proches de celles des idées qui sont présentes dans le livre de Rutger Bregman. Et d'ailleurs, quand j'ai appris qu'il allait sortir ce livre aussi en français, donc qui est sorti en septembre 2025, j'ai été très motivé à l'idée d'aider à le faire connaître. Donc, j'ai travaillé avec Rutger et ses équipes pour parler de ce livre parce que je pense que c'est vraiment un outil concret et c'est quelque chose que je conseille à lire pour toutes les personnes qui ont envie de faire une grande différence et qui se posent des questions sur comment ils peuvent utiliser leurs ressources, leur temps, leur carrière, leur argent, leurs compétences, leur réseau pour faire une différence forte. Et peut-être, donc je pense que les gens qui écoutent risquent d'être familiers avec le site givewell.org. Je pense qu'on en a parlé la première fois quand on a fait le livre de Toby Ord. Cherchez cet épisode aussi, je l'aime bien cet épisode. Et donc givewell.org, voilà, c'est un site ou même une association qui va faire un top 5, top 10, un ranking des associations les plus efficaces en termes d'impact. Et peut-être si tu devais dire ok, par rapport à Givewell, comment tu décris Mieux Donner ? Donc, Givewell, c'est un évaluateur spécialisé sur les questions de santé et pauvreté. Mm-hmm. En fait, on utilise leurs évaluations et leurs résultats pour les mettre en avant sur notre site. D'ailleurs, si on va sur le site de Givewell et qu'on dit « j'ai envie de donner depuis la France mm-hmm. », Givewell dit « il faut passer par Mieux Donner parce que c'est ça la plateforme de référence pour ces sujets ». Et donc, en fait, nous, on se base sur plusieurs évaluateurs internationaux, dont aussi Giving Green sur les questions du changement climatique ou d'autres questions sur la souffrance des animaux ou même les risques catastrophiques. Et donc, on prend les études de ces différents évaluateurs, leurs recommandations, et nous, on met une plateforme qui permet un peu de faire la liaison entre ces évaluateurs internationaux et les personnes qui ont envie de donner, que ce soit 20 € par mois, quelques centaines d'euros, ou des personnes qui ont des capacités encore plus grandes où on peut donner des conseils spécialisés. Et du coup, on fait le lien entre les deux et on permet aux personnes de donner le plus simplement possible en étant sûr de mettre l'impact au cœur de son don et que c'est la plus grande différence possible. Sachant qu'il y a un enjeu un peu énorme, c'est la possibilité d'avoir 100 fois plus d'impact si on soutient les associations les plus efficaces. Et d'ailleurs, là, ce qu'on parle là, en fait, c'est des choses qui sont clairement abordées dans le livre. Il y a un chapitre qui parle de ça. Il y a même toute une partie justement sur la création de Givewell. Et finalement, Givewell, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'était de banquiers de Wall Street qui se sont dit c'est quand même bien gavé là, mais on fait quand même pas grand-chose pour avoir un impact positif. Ils se sont dit, on va au moins donner notre thune de manière à faire une différence. Et donc, eux, c'était des gens qui ont l'habitude de faire des placements financiers. Et ils se sont dit, on va quand même pas... Enfin, je veux dire, pour notre argent personnel ou celle de notre boîte, on fait gaffe que ça rapporte vraiment, quoi. On va quand même pas... Quand la vie des autres peuvent en dépendre, on va quand même pas juste jeter notre argent au hasard et on va voir qu'est-ce qui marche vraiment. Et donc, ils vont dire, on va se renseigner sur... Quels sont les assos qui font une vraie différence, quoi. Ah oui, et personne ne savait, il me semble, c'est ça. Exactement. Et là, ils se disent, mais waouh, ils demandent les rapports d'impact des associations et ils disent, voilà, on a distribué tel nombre de flyers. Il fait, mais c'est une blague, quoi. Moi, j'ai envie de savoir si ça a amélioré la vie des gens et concrètement. C'est incroyable, ça. Et il y a 15 ans, une des premières personnes et en fait, il y a une organisation à laquelle ils demandent et là, ils retrouvent
des trucs genre vraiment fondés sur les preuves et stratégiques et qui priorisent. Et c'était d'ailleurs une autre organisation dont on va peut-être parler un peu après, qui est présente dans le livre. Et là, ils se sont dit, en fait, il y a des organisations qui permettent d'avoir énormément d'impact. Et venez, on quitte nos boulots de banquier et maintenant on se concentre pour récolter des données et aider les personnes à prendre des décisions éclairées sur leur générosité. Et peut-être... un des points importants que je voulais soulever aussi, c'était que en France, parce qu'on pourrait se dire, ok, je vais sur givewell.org et je donne directement là-bas, mais en fait, le truc, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir une déduction fiscale, c'est 66%, c'est ça, hein, pour les personnes imposables, ils ont 66% de réduction d'impôts. Il faut être imposable, donc il faut avoir encore des impôts à réduire. Et pour les gens qui ont plus de 45 000 euros au brut, c'est jusqu'à 20% de son revenu imposable, ce qui est quand même pas mal. Enfin, avant de donner 20% de son revenu, il faut quand même avoir atteint un certain niveau de générosité. Ouais. Mais concrètement, ça veut dire que pour le même coût prévu pour vous, vous pouvez donner 3 fois plus. Ouais, c'est ça qui est. Non, mais ça faut le souligner quand même. Ouais. Et l'enjeu, pour les. L'enjeu, c'est qu'il y ait 3 fois plus d'aide qui est derrière. Donc, si vous avez prévu de donner 100 euros de votre poche en cette fin d'année et que vous êtes imposable, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de donner 300 euros, d'avoir 200 euros que vous récupérez en réduction d'impôt en août suivant et que ça vous ait bien coûté 100 euros, mais qu'au final, il y ait 3 fois plus de personnes qui soient protégées contre certaines maladies, ou 3 fois plus d'animaux qui sont aidés, ou 3 fois plus de tonnes d'émissions de CO2 qui ne seront pas émises. Non, mais ça, c'est important quand même. Faut quand même le dire. Enfin, moi j'avais... ça date de quand, mieux donné? C'est récent. Hein. Ça date de l'an dernier. Ah oui, voilà. Donc, parce que moi, quand j'avais cherché à donner et que je voulais voir si je pouvais avoir la réduction d'impôt, franchement, j'avais galéré. Alors, je sais pas, peut-être je suis pas le couteau le plus affûté des tiroirs, mais j'avais galéré quoi avec Givewell. Franchement, et puis surtout avec le Brexit. En fait, à un moment, il y a certaines associations qui sont sorties de l'UE, et donc je savais pas si c'était ok ou quoi. Mais ouais, du coup là, ça simplifie quoi. C'est-à-dire que je vais sur Mieux Donner et je sais directement les associations où j'ai la réduction d'impôt et où du coup je peux donner 3 fois plus. Quoi. C'est ça. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, c'est de faciliter l'accès à ces informations, que les personnes qui ont envie de faire une grande différence avec leur générosité puissent le faire le plus facilement possible. L'idée, c'est qu'ils n'aient pas besoin d'aller éplucher des centaines de rapports, etc. Même s'ils sont disponibles sur notre site, il y a tous les liens, toutes les sources, etc. Sûr, mais globalement, en gros, il y a beaucoup de personnes qui se contentent de s'assurer que leur argent n'est pas détourné. On a envie on croit qu'un don efficace, un don utile, c'est juste un don qui n'est pas détourné. En fait, la majorité des actions ne fait pas une grande différence. C'est d'ailleurs un peu ce dont parle le livre, que si on se contente de nos bonnes intuitions ou de choses qui paraissent bien, des fois on atteint très peu et on fait très peu avancer les causes. Et donc il faut faire preuve de stratégie, il faut faire preuve d'une sorte d'ambition morale si on veut faire une grande différence. Et appliquer la générosité, ça veut dire utiliser les données d'évaluateurs internationaux. D'ailleurs, pour faire un petit lien avec potentiellement l'actualité, là, au début décembre 2025, il y a du coup un appel international qui est sorti, donc une lettre ouverte signée par plein de scientifiques, de personnalités, d'athlètes olympiques et même d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Avant de donner, qui invite les personnes à considérer l'efficacité en plus de la compassion pour leurs dons et d'aller se prendre quelques minutes pour se renseigner sur ces associations hautement efficaces. Donc, ils disent par pays où se renseigner, ils disent clairement pour la France, du coup, c'est Mieux Donner qui met en avant ces associations hautement efficaces et en faisant ça, on peut souvent avoir 10, 100 fois plus d'impact. Et juste, donc quand tu vas sur Mieux Donner, du coup, tu peux directement donner aux assos, mais tu peux aussi donner à Mieux Donner, c'est ça? C'est quoi la... pour la peine, là actuellement sur le site, on ne peut même pas donner à Mieux Donner. On n'a pas d'appel à donner. Donc, vraiment, Mieux Donner, c'est une association. On vit aussi sur de la philanthropie, où c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des family office, des fondations qui nous donnent de l'argent et qui disent en fait, c'est pas normal qu'il y ait 10 milliards qui soient donnés en France et qu'environ 0 soit donné sous les principes de l'efficacité. Il faut qu'il y ait des personnes qui parlent de ce sujet et du coup je suis prêt à payer Mieux Donner pour qui parlent de ce sujet, donc à donner à Mieux Donner. Mais du coup non, nous on met en avant les associations, les gens peuvent soutenir les associations, on ne prend pas un centime là-dessus et notre seul but c'est d'orienter ces ressources vers ces associations hautement efficaces. Ok, et donc du coup avant d'attaquer le livre, juste pour poser les bases,
Un peu pour ceux qui seraient pas familiers, je le dis très simplement, mais en gros, quand on donne de l'argent à une association, normalement l'association devrait être capable de dire ok, alors pour X euros donnés, j'ai fait tant de bien. Et souvent, on le traduit en disant pour X euros donnés, je sauve une vie. Donc, peut-être tu vas l'expliquer mieux que moi, mais en gros, c'est ça le principe un peu central. C'est de dire ok, quelles sont les associations qui vont sauver le plus de vies par euro donné. Peut-être tu l'expliqueras mieux que moi, ouais, mais c'est ça le principe, quoi, en gros. C'est bien ça l'idée. Et là, tu vois, tu dis un truc qui compte vraiment. Enfin, genre, on a envie que des vies soient sauvées, on a envie que les gens soient en meilleure santé, on a envie que les gens soient plus heureux, qu'ils aient moins de souffrance. Donc ça, c'est vraiment des choses finaux qu'on cherche, et on se pose la question sur, ok, là, si je rajoute un don supplémentaire à l'association, quels vont être les effets concrets sur les personnes que la vie compte et que j'ai envie d'aider. Et donc, il y a la majorité des associations qui ne regardent pas les effets finaux et qui sont des fois incapables de dire concrètement qu'est-ce qui sera fait avec son argent. Et il y en a qui s'arrêtent sur des choses intermédiaires pas forcément pertinentes, sur mais nous, avec 5 euros, on distribue un livre. Je suis en mode super, mais est-ce que ce livre, il est distribué à des gens qui savent lire ? Est-ce que ce livre est lu ? Est-ce que les gens avaient déjà des livres ? Est-ce que ce livre leur permet d'avoir une vie plus heureuse ? Mais nous, on cherche vraiment les organisations qui permettent de faire les plus grandes différences. Et c'est un peu la démarche aussi de Rutger Bregman. Et même, en fait, à travers ce livre, il a aussi lancé la School for Moral Ambition. Et justement, il se pose la question de concrètement quel projet on a envie de s'attaquer pour faire la plus grande différence et quelle méthode on va utiliser. Et il se retrouve à s'attaquer à des choses qui sont pas forcément les choses les plus classiques qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Là, par exemple, il fera deux combats sur les protéines alternatives et sur s'attaquer au big tobacco, donc à l'industrie du tabac. Et c'est pas les choses les plus classiques sur nos dons. Et justement, c'est aller au-delà de son intuition, choisir des causes sur lesquelles on peut gagner, qui ont une grande valeur. On ne peut pas s'attaquer à toutes les causes en même temps, et du coup être stratégique dans notre manière de vouloir faire une différence. Ouais, et puis au-delà de cette métrique, on va dire nombre de vies sauvées par euro donné, qui est, on va dire, c'est quelque chose qu'on peut obtenir sur certaines associations. Par contre, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à obtenir sur certaines associations qui peuvent, par exemple, traiter des risques existentiels. Où là, du coup, sur les sites internet comme GiveWell ou même sur Mieux Donner, en fait, il y a un peu trois catégories. J'ai l'impression qu'il y a la catégorie de combien de vies on sauve par euro donné aujourd'hui. Il y a la catégorie des risques existentiels où on dit on sait pas trop combien de vies on va sauver, mais on sent qu'on va en sauver beaucoup. Et il y a la catégorie souvent des animaux aussi qui est à part, parce que tu parlais de protéines alternatives, mais il y a la catégorie des animaux qui est à part, parce qu'on se dit en fait on leur fait du mal, mais on sait pas forcément hiérarchiser combien de vies combien de souffrance animale équivaut à combien de souffrance humaine. Je pense qu'on sait pas trop dire. Donc il y a quand même plusieurs catégories aussi d'associations, et vous les hiérarchisez pas forcément entre les différentes catégories, c'est ça, hein ? Là, en fait, on se pose un peu la question, si on est impartial, si on a une démarche qui est presque scientifique, si on a une ouverture d'esprit sur qu'est-ce qu'on est prêt à changer d'avis et pas à vouloir défendre son point de vue comme un soldat, mais plus une ouverture d'esprit comme un scout, une mentalité d'éclaireur. Et en fait, si on a ces trois trucs, on peut arriver raisonnablement à considérer que différentes causes peuvent être considérées comme les plus prioritaires. Ce que parle de Rutger Bregman dans le livre, c'est des choses qui sont... il parle des 3 S. S comme genre des choses qui sont solvables, c'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions, des choses qui sont substantielles, qui touchent un grand nombre d'êtres, et des choses qui sont sous-exposées, c'est-à-dire qui ont très peu de ressources actuellement pour avancer sur le sujet. Et globalement, là, ce que tu as cité, c'est 3 grands sujets, mais sur lesquels c'est difficile de les comparer les uns avec les autres, sachant que même quand il est difficile de mesurer, on peut toujours prioriser. Et par contre, au sein de ces causes, c'est vrai que là, par contre, il y a beaucoup... par exemple, il y a quasiment personne qui dit qu'il y a des manières plus efficaces que
les associations reconnues par GiveWell pour sauver des vies. Parce que là, pour la peine, il y a beaucoup de preuves scientifiques et c'est difficile de trouver des choses qui sont beaucoup plus efficaces là-dessus. Donc, en gros, il y a des parties où on a... c'est pour ça que les associations qui sont sur le site de Mieux Donner sont des fois sur des causes différentes, mais du coup, on ne sait pas les classifier parce que des personnes avec la même mentalité, enfin, avec la même démarche de vouloir aider le plus possible, pourraient avoir des désaccords. C'est pour ça qu'on les met au même niveau sur le site. Bah, si je le dis autrement, c'est-à-dire que c'est évident que c'est mieux de sauver une vie en donnant 5 000 € que de sauver une vie en donnant 500 000 €. Enfin, je pense que c'est évident pour tout le monde. Par contre, c'est moins évident si tu compares ça à une association qui va bosser pour, je sais pas, éviter une guerre nucléaire. Là tu peux au moins comparer, donc c'est d'où l'intérêt d'avoir plusieurs catégories du coup. Et sachant qu'il y en a même qui essaient de comparer ça, et d'ailleurs je pense que forcément. Mais d'un côté c'est pas forcément. Par exemple il y a des personnes qui font qui essaient de faire des forecasts, qui essaient du coup de prédire la probabilité d'un événement. Et du coup, si on se dit, voici le nombre de fonds totaux de millions d'euros qui sont donnés pour réduire ce risque, voici la probabilité, et on peut faire des petits calculs de produits en croix pour essayer d'estimer, mais de manière générale, il vaut mieux essayer de se dire comment on peut prioriser et où est-ce que... Et c'est vraiment un peu ce qu'invite à faire Rutger Bregman. Et déjà, juste si on utilise ces outils qui sont disponibles, très souvent on peut avoir 100 fois plus d'impact. Et sachant qu'il y a des questions qui restent encore ouvertes. Par exemple, il y a des choses qui sont très incrémentales où on va distribuer un certain nombre de trucs et qui sont assez mesurables, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus incertains en termes d'impact, qu'on pourrait considérer que c'est la même valeur attendue. Donc, et typiquement, quand on s'attaque quand on fait du plaidoyer contre le tabac, on se dit, c'est difficile à mesurer comparé à distribuer des vitamines A à un nombre de personnes, mais on est quand même... Ça dépend presque de sa tendance, si on a une aversion au risque ou non, mais globalement, on peut quand même essayer de prioriser parmi des interventions très différentes. D'accord. Bah écoute, donc si on s'attaque au livre, alors on commence avec le non, vous n'êtes pas bien comme vous êtes de Rutger Bregman. Donc il commence par faire un constat sur la société actuelle, regarder les métiers qu'ont les gens, leurs activités, leur activisme, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus déjà? Qu'est-ce que tu dirais? Notre boussole de société, elle est un peu cassée, quoi. Il y a une volonté de... Ce qu'on définit comme le succès, c'est quelque chose qui est, en général, qui est très personnel, qui est très lié à sa carrière ou à son salaire, et qui finalement laisse aucune marque dans l'histoire et ne nous permet pas d'aider les autres. Et si, souvent, au fond de nous, on a quand même des fois cet appel de vouloir avoir une vie qui a du sens, de faire une grande différence. Et souvent, on est presque, on s'excuse, on ne prend pas l'occasion de s'attaquer à ça. On attend qu'on nous demande, on attend la bonne occasion, on attend qu'il y ait d'autres personnes qui soient mieux placées que nous, qui agissent sur le sujet. Et Rutger Bregman dit non, en fait, il faut maintenant se mettre à s'y attaquer. Vous avez la possibilité, que ce soit à travers votre carrière, à travers vos dons, à travers votre militantisme, de chercher à faire des choses beaucoup plus grandes en termes de différence. Et il a un peu cette classification à deux axes. Par exemple, sur sa carrière, il y a un axe, c'est celui de l'idéalisme, et un autre axe, c'est celui de l'ambition. Et donc, en gros, il dit qu'il y a des personnes qui sont peu ambitieuses et qui n'ont pas beaucoup d'ambition, qui ne sont pas forcément pleines d'idéalisme. Et ces personnes peuvent finir dans ce qu'on appelle les bullshit jobs, donc de David Graeber, qui parle de ces boulots qui ont peu de sens et qui... finalement n'apporte très peu à la société. Et là, c'est des boulots qui, mine de rien, sont des fois très bien reconnus dans notre société, où, je sais pas, on peut finir consultant, aller bosser dans une tour à la défense. C'est censé être reconnu il y a une certaine reconnaissance de la société, alors que si demain, ces personnes se mettent en grève, ça va pas changer grand-chose à l'équilibre du monde. Donc ça, c'est quand le travail est vraiment bullshit, peut-être c'est pas idéaliste et pas ambitieux, mais quand t'es le méga consultant senior, là c'est pas idéaliste, mais ça c'est ambitieux. C'est vrai que tu peux chercher de l'ambitieux, tu peux monter le plus haut possible là-dessus dans la chaîne, ou même vouloir être le directeur de ces grandes banques, etc. Et donc là tu veux être entrepreneur et tu lances une technologie d'un gadget qui va pas servir à grand chose pour améliorer le bien-être de qui que ce soit. Et donc ça, c'est des choses qui se font preuve de plus d'ambition, mais très peu d'idéalisme. Ça peut être aussi des gens qui vont
qui vont chercher être banquiers d'affaires, qui vont chercher à monter haut dans des compagnies d'avocats ou de choses comme ça. Mais globalement, c'est des métiers, donc là, il y a beaucoup d'ambition, mais pas forcément beaucoup d'idéalisme. Et il y a une partie qui est assez presque gênante pour moi, parce que c'est une autre partie du cadre qui parle de personnes qui sont idéalistes, mais peu ambitieux. En fait, quand il décrit ça, en fait, je reconnais mon moi du passé. Et c'est presque piquant un petit peu c'est des personnes qui ont plein de valeurs, plein de bonnes intentions, qui vont des fois faire un petit boulot à temps partiel ou chercher à faire des heures de volontariat ou faire un peu d'activisme en ligne, qui vont signer des pétitions, qui vont partager des posts sur les réseaux sociaux, qui vont se renseigner sur plein de problèmes du monde. Mais finalement, c'est pas pour autant qu'ils font une grande différence. Ils ne sont pas ambitieux dans leur manière de vouloir faire une différence. Et c'est ça qui dit, genre, vous n'êtes pas bien comme vous êtes. Il ne faut pas se contenter de ça, il faut chercher à concrètement avancer sur les sujets qui comptent et permettre de faire une différence. Oui, c'est la personne qui va avoir son travail, on va dire, lambda, et qui le soir va peut-être aller sur Twitter et dire ça c'est pas bien, et puis voilà, ça lui aura pris 5 secondes et elle se couche avec des paillettes dans les yeux en se disant j'ai vraiment fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc ouais, ça c'est, en effet, il explique ça, c'est pas ambitieux. Et donc essayer de trouver des choses plus ambitieuses à faire. Et donc oui, dans son petit tableau, donc les activités très idéalistes et très ambitieuses, il appelle ça ambition morale, donc comme le titre du livre. Et c'est marrant, il met aussi dans le bouquin un espèce de graphe où il va te dire pour chaque métier, c'est quoi le pourcentage de personnes qui trouvent que le travail est inutile ou alors qu'il n'a pas une très grande utilité sociale. Et donc, par exemple, infirmier et accoucheur, ça, il y a quasiment personne qui dit que ça sert à rien. Et expert en marketing, là, par contre, c'est 40%. Il y a quand même 60% qui répondent oui, mais ouais, tu vois, il met une petite frise chronologique. Donc, infirmier, accoucheur, instituteur, psychologue, bibliothécaire, ça, c'est plutôt vers ceux qui répondent qu'il y a du sens. Et banquier, directeur RH, informaticien, expert en marketing, c'est plutôt du côté où il y a moins de sens. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que tu vois que finalement, les gens qui ont le moins de sens, c'est ceux qui sont aussi le plus payés. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu logique, parce que tu te dis les autres ils sont payés en sens, quoi, quelque part, c'est-à-dire qu'ils toute la journée ils passent leur temps à faire un truc qui sert à quelque chose, et les autres ils sont obligés d'avoir une compensation quelque part, quoi, à faire un truc qui peut-être pour eux trouve moins d'utilité. Enfin, dans une économie capitaliste, ça c'est pas inattendu, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas regardé la chose comme ça. Et Rutger Bregman, quand même, il défend le fait de valoriser ça, et même valoriser des fois en termes de salaire, quoi. Il dit c'est pas normal qu'on accepte que quelqu'un soit payé des dizaines de milliers d'euros pour avoir aucun impact positif, et qu'on soit gêné à l'idée que quelqu'un qui veut faire les plus grandes différences dans le monde soit bien payé. Et c'est sûr. Et donc il essaie un peu de valoriser cette ambition morale, et je pense que avec même la School for Moral Ambition, il y a l'idée que ça soit quelque chose qui soit pas réservé à des activistes qui sont prêts à avoir une vie très, très frugale et faire énormément de sacrifices. Il y a une idée qui est un peu avoir de la joie, avoir d'autres choses bien dans la vie, et être valorisé pour ce qu'on est capable de faire. Et aussi, si on veut avancer sur les combats qui nous tiennent à cœur, des fois, il faut avoir les meilleurs talents. Ça, c'est aussi une des grosses critiques, quoi. Les meilleurs talents de nos sociétés sont gaspillés aujourd'hui. Il y a les personnes qui sortent des meilleures écoles vont justement le plus vers ces boulots sans sens et sans impact. Mais c'est ça, mais en fait, ce qu'on dit, c'est c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de zones où on ne peut pas juste laisser le marché faire. Et voilà, ça c'est un des domaines. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas se poser la question peut-être de valoriser un peu plus les métiers qui ont du sens, et limite, je sais pas, taxer un peu plus ceux qui a priori n'en ont pas, ou qui font du mal à la société. Ouais. Là, je ne reconnais juste sur une tendance sur laquelle il est beaucoup critique, c'est que en fait, ça peut être facile de souhaiter ça, mais du coup, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on souhaite, c'est mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire ça. Et concrètement, il dit considérer changer de job, considérer démissionner,
rejoignez des groupes de personnes qui peuvent vous accompagner dans une démarche. Ça. Il invite même les personnes à donner leur argent pour permettre à ces associations hautement efficaces de faire la différence. Et donc, il y a vraiment l'idée de ne pas se contenter d'avoir des bonnes idées, des bonnes discussions intellectuelles, etc., mais de chercher concrètement à les mettre en pratique et à faire la différence. Et donc en parlant de ça, donc, voilà, il parle de abaisser son seuil d'action. Donc on va dire, chez monsieur et madame tout le monde, peut-être qu'ils vont avoir tendance à se dire en fait, moi je suis monsieur et madame tout le monde, les gens influencent les politiques, les gens qui passent à la télé, les intellectuels. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une capacité d'action quelconque. Donc ça, il va remettre un peu ça en question. Je sais pas si tu peux expliquer. Donc, en gros, il va quand même dire, bah si, en fait, monsieur, madame, tout le monde, vous avez du potentiel, en fait. Il dit bien, vous avez du potentiel. Il dit pas, avec votre tweet du soir en disant, à bas le patriarcat, vous faites partie des gens les plus influents. Okay, non, il dit bien, en effet, genre, vous avez le potentiel, mais du coup, vous devez prendre des actions concrètes. Et il y a aussi l'idée que, globalement, pour être ces personnes qui font une grande différence, il faut juste se mettre à l'action. Il faut se mettre en pratique nos idées et le faire de manière stratégique, avec des principes de priorisation, potentiellement en se renseignant sur ce qui peut faire une plus grande différence. Et globalement, donc lui, c'est un historien, Rutger Bregman. Donc il aime bien se tourner sur qu'est-ce qui s'est passé par le passé, quoi. Et dans le livre, il prend notamment le cas des abolitionnistes, les personnes qui voulaient arrêter notamment l'esclavage. Et au début, il se dit, tiens, je vais étudier différents pays et voir comment ça s'est passé, ce mouvement. Et en fait, il commence avec le Pays-Bas, qui est son propre pays. Il se dit, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. Il cherche, il ne voit pas grand-chose. Il a regardé aussi le cas de la France. En fait, il fait, la France, en fait, c'était des intellectuels qui écrivaient des jolis papiers. Et derrière, le combat a très peu avancé, quoi. Et en fait, un des pays qui a été le plus efficace pour avancer là-dessus, ça a été le Royaume-Uni. Et qu'est-ce qui était différent au Royaume-Uni? C'est qu'il y a un groupe de 12 personnes qui se sont dit concrètement, c'est le combat qu'on va dédier nos ressources et notre vie, et on va le faire de manière pragmatique et stratégique. Et sur ces 12 personnes, il y en avait 10 qui étaient des entrepreneurs, qui du coup acceptaient d'avoir une certaine sens du pragmatisme. Et ça, c'est un des messages du livre, c'est que pour faire preuve, l'ambition morale, c'est la combinaison de deux choses, c'est l'ambition d'un entrepreneur et l'idéalisme d'un activiste. Et ils faisaient quoi, par exemple, comme chose pragmatique Concrètement, ils étaient en mode genre, ok, nous, on veut abolir l'esclavage. Ils se sont dit, mais ça, c'est pas un message qui est prêt à être entendu. Et on va se concentrer sur travailler sur le commerce des esclaves et les transports en bateau des esclaves. Et donc là, ils ont dit, ok, là, c'est notre combat, et comment on va le porter? On va chercher des messages stratégiques, on va chercher à déployer des leviers de marketing, on va faire du lobbying, mais ciblé sur des choses sur lesquelles on est capable d'avoir un impact concret. Et d'ailleurs, ils ont même accepté de faire des choses qui étaient pas directement leur message, quoi. Eux, leur message, ce qu'ils pensaient, c'était, en fait, indépendamment de notre couleur de peau, c'est des vies humaines qui ont les mêmes intérêts, et c'est pour ça qu'on doit les défendre. Mais en fait, ce message, c'était pas audible à ce moment-là. Et du coup, ils étaient même prêts à accepter ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de personnes qui mouraient pendant ce type de commerce, et qu'en fait, les personnes qui avaient le taux de mortalité le plus élevé, c'était pas les esclaves qui avaient une certaine valeur marchande, mais c'était en fait les personnes blanches qui faisaient donc les marins qui avaient le plus haut taux de mortalité. Et ça, il s'est dit, mais ça, okay, ouais. Ça, c'est quelque chose qui peut motiver le public. Okay. Et même si c'est pas exactement l'idée puriste que j'aimerais qu'ils ont, si ça nous permet d'avancer sur le sujet, let's go. Et c'est pour ça qu'ils ont travaillé sur ça, ils ont fait des campagnes spécifiques, et ils ont réussi du coup à atteindre ce combat qui est en fait un premier palier, sachant qu'en plus le Royaume-Uni a vraiment été engagé sur ce sujet. À un moment donné, ils étaient même à l'échelle mondiale en train de défendre ça, jusqu'à dépenser près de 2% de leur PIB sur le sujet de mettre en place ces réglementations à l'échelle mondiale. C'est genre une des plus grosses dépenses pour une cause morale qu'il y a eu dans l'histoire quasiment d'un pays. Et concrètement, ça a influencé des millions de vies. Et donc ça, c'est un peu ça, le pragmatisme qui a fait la différence. Ouais, ça Royaume-Uni. Enfin,
il y a un ratio pragmatisme sur performatisme qui est énorme parce que c'est-à-dire que les gars disaient quand même on va arrêter les bateaux là parce qu'il y a trop de blancs qui meurent voilà, mais donc c'est pas du tout performatif et par contre c'est hyper pragmatique. Tu veux peut-être définir performatif? Performatif, c'est en gros peut-être je m'en fiche un peu des conséquences de mon militantisme. Ce que j'aime bien, c'est qu'on me voit être militant, quoi. Et donc là, c'est pas du tout ça, quoi. Du coup, là, c'est vraiment ils étaient dans l'efficacité pure. Il n'utilise pas le mot performatif, mais je pense que c'est quelque chose qui résume assez bien sa pensée, notamment sur les questions écologiques, où il dit cette phrase-là: dans certains milieux, l'idéal de vie se voit à travers les choses qu'on ne fait pas. Donc, pas de voiture, pas d'avion, et surtout pas de paille en plastique. Et que du coup, la version idéale d'une vie, ça serait vivre dans sa tiny house, cultiver son potager, et en fait avoir un impact si infime que si on n'avait pas existé, ça serait la même chose. Et ça, il dit, ça, c'est pas très ambitieux, quoi. On vit dans un moment de la société où on a une capacité d'agir, mais plus grand que ça n'a quasiment jamais existé. On fait partie des personnes les plus riches de la planète. Enfin, juste si on vit en France avec le salaire moyen, on est dans les 5% les plus riches au monde. Et même de tous les temps. Et même de tous les temps, c'est ça. Et il fait, et face à ça, quoi, juste vouloir ne pas avoir d'impact, alors qu'il y a des crises, alors qu'il y a des centaines de millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, alors qu'il y a des milliards d'animaux qui sont dans des conditions de souffrance abominables, il fait, c'est pas être très ambitieux, quoi. Et que ce soit sur le sujet du changement climatique ou sur d'autres, il faut chercher à aller au-delà des choses qui sont visibles ou qui vont à notre propre échelle et permettre des changements systémiques. Ouais, et il rappelle un truc qu'on avait vu chez Nassim Taleb. Je m'en souviens encore parce que ça m'avait marqué, mais il dit en gros, soyez dans les minorités reloues. Et en fait, être une minorité relou, donc l'exemple qui sert à rien mais qui illustre bien, c'est vous êtes en meeting à 15, vous parlez tous français sauf une personne qui parle anglais. En fait, tout le monde va parler anglais, en fait, du coup. Donc ça, c'est la minorité relou. Et en fait, il a beau être tout seul, il a un impact énorme. Et donc après, si tu retranscris ça sur des choses peut-être qui nous intéressent plus, par exemple, si la fille dans la famille est végétarienne, la famille, peut-être au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de faire 2 repas à chaque fois. Peut-être va commencer à acheter des trucs végétariens, commencer à manger végétarien. Les autres familles, quand elles vont inviter cette famille-là ou cette fille-là, elles vont commencer à devoir faire quelque chose de végétarien. Du coup, les supermarchés vont avoir des options végétariennes et ainsi de suite. Et en fait, il décrit ça de manière assez sympa, où en fait, il dit, tu peux être tout seul à être relou. Et en fait, ça peut cascader assez loin, quoi. Donc, quelque part, ça vient un peu dire non, il n'y a pas besoin de passer à la télé, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de médiatique pour avoir un impact. Ça, c'est assez rigolo. Et il fait aussi attention à pas du coup rester dans le performatif, où il prend cet exemple de cette photo-là qui est un peu fameuse, où en Allemagne, il y a toute une foule qui fait salut nazi devant Hitler. Il y a un gars qui a les bras croisés comme ça sur la photo. On se dit, ah là là, mais quel courage. En soi, concrètement, ça n'a pas permis d'améliorer la vie de beaucoup de personnes juives qui les fait la gueule là. Ça a mis toute sa famille en danger et potentiellement même ses capacités d'action sur d'autres types de sujets. Et donc, c'est aller au-delà du visible. Mais ouais, en effet, il faut être du bon côté de l'histoire avant que ça devienne tendance. Et donc, ça veut dire des fois rejoindre du coup cette frange, cette minorité relou. Dans la traduction française, il parle d'une bande d'illuminés. Et c'est vrai que les plus grands différences et combats de l'histoire ont d'abord été marginalisés. Et donc, par exemple, même les abolitionnistes, à l'époque, il y a des lettres où on voit un des abolitionnistes aux États-Unis qui fait: là-bas, j'étais traité de tous les noms. Ils m'ont dit que j'étais un connard, que j'étais un salaud. Et ils m'ont même insulté d'abolitionniste. Et donc à la base, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Et donc à la base, c'était une insulte. Et d'ailleurs, il dit aussi au Canada, les 2 groupes de personnes les plus détestées, c'est les personnes addictes aux drogues et les véganes. Et donc c'est les 2 pires choses de la société, comme au 19e siècle, vouloir être abolitionniste, c'était une insulte en soi. Et donc il dit, à un moment donné, il faut se mettre à défendre, vouloir être du bon côté de l'histoire
Et c'est pas quand c'est la généralité que tout le monde est déjà d'accord. Il faut être parmi les premiers potentiellement à faire la différence ou à rejoindre un groupe qui essaie de faire la différence sur ces sujets. Et tu as des exemples là-dessus? Parce qu'en effet, il y a cette notion d'être du bon côté de l'histoire avant que ça soit tendance. C'est quoi les trucs tendance? C'est quoi les trucs moins tendance sur lesquels il faudrait se concentrer? Un truc qui va être tendance et qui finalement, on s'abaisse souvent à ça et on se limite à ça, je sais pas, c'est le tri, quoi. Le fait de trier ses déchets, soit on est en mode genre, ça c'est hyper important, et oui, ça y est, il y a quasiment tout le monde qui le fait, et ça nous met pas du bon côté de l'histoire, spécialement de faire le tri aujourd'hui. Et les choses moins tendance, c'est considérer les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. C'est considérer dans notre cercle moral davantage de personnes. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui se contentent d'une sorte de minimal moraux qui est ce que la moyenne des autres gens font déjà. Donc, ces personnes-là, si elles étaient il y a 70 ans, elles n'auraient pas spécialement pour donner davantage de droits aux femmes, leur permettre d'ouvrir un compte en banque ou permettre aux personnes homosexuelles de se marier, d'avoir les mêmes droits, les mêmes accès que nous. Non, parce qu'à l'époque, là, c'était pas tendance. Et du coup, il faut être, avant que ça soit tendance, et être prêt à prendre des actions et à s'attaquer concrètement à ces sujets. Et donc, ça peut être sur l'extrême pauvreté, ça peut être sur considérer les animaux non humains dans notre cercle moral. Et donc, c'est concrètement se mettre à prendre des actions concrètes sur ces sujets. Et ça peut être considérer sa carrière, des formes précises de militantisme ou donner une partie de ses revenus à des associations hautement efficaces. D'accord. Et donc, du coup, au niveau des stratégies là, qu'on pourrait aborder pour provoquer ce changement, là, typiquement, peut-être tu peux parler des 5 grands mythes qui entourent le changement sociétal. Tu veux que je te les redonne un par un? Je pense que j'en ai quelques-uns en tête, mais tu me dis si tu veux rebondir sur certains. Il y a, le premier, c'est l'illusion de la connaissance. En fait, très souvent, on est en mode mais il faut parler de ce sujet, c'est hyper important de parler de ce sujet. Et on va mettre énormément de ressources pour que ce sujet soit connu, etc. Et en fait, même, il y a des personnes militantes qui vont le considérer quasiment comme une fin en soi que les gens soient au courant. Mais finalement, que les gens soient au courant, ça nourrit pas les bouches à nourrir, ça permet pas de réduire la souffrance des personnes et ça fait très peu avancer le schmilblick, quoi. Okay. Et moi, il y a un exemple qui est très marrant que j'aime bien, et là, je peux poser la question du coup aux personnes. À votre avis, quel pourcentage de la population mondiale considère que le changement climatique existe, qu'il est causé par l'homme et qu'il est urgent d'agir pour s'attaquer au sujet? Tu me l'as dit tout à l'heure. Je vais pas jouer. Et donc, j'ai essayé de vous poser la question, à votre avis, quel pourcentage de la population mondiale est d'accord avec ces trois affirmations? Et quand je fais ça et quand je discute avec des gens, le nombre varie entre 5 et 15% des estimations. La réalité, c'est 86% des personnes à l'échelle mondiale. Ah oui. Et donc, quand c'est là, on est en mode genre, mais en fait, toutes les ressources qu'on dit sur faire partager ses connaissances, à un moment donné, ça ne fait pas une grande différence. Et Rutger Bregman est particulièrement bien placé sur le sujet parce qu'il a fait 10 ans dans l'industrie de partager des connaissances. Il a écrit des livres, il a fait des conférences, etc. Et des fois, il voyait des gens qui taguaient son livre sur les réseaux sociaux, qui étaient sur une plage à Bali en disant « Ah ouais, mais trop intéressant ce livre, ça m'a trop fait penser. » Et il est en mode genre « Mais j'ai créé un monstre, quoi. » Et c'est pour ça que lui, il a décidé de shifter, de juste vouloir de changer, de juste vouloir passer à faire partager des connaissances, à inviter davantage à l'action et rappeler que l'important c'est de gagner. Et pour ça, c'est aller au-delà de juste l'illusion de partager des connaissances, ça va être suffisant pour avancer sur les sujets. Ok, ouais. Ça, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est intéressant. Enfin, là, ça me fait réfléchir. C'est un peu contre-intuitif quand même, parce que je me dis, là je vais être très naïf, mais à partir du moment où t'expliques à quelqu'un le concept que toutes les associations caritatives ne se valent pas, tu vois, j'ai quand même l'impression que tu lui as apporté quand même un bout d'information qui était quand même capital et qui lui manquait dans sa tête, quoi. Donc mais pour la peine, c'est quelque chose qui est instrumental. Ça veut dire que si demain, je peux claquer des doigts et que toutes les personnes en France soient au courant qu'il y a des variations d'efficacité, mais que personne ne se met à donner,
ça va pas avancer grand-chose aux centaines de millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. C'est sûr. Ni ça va aider le changement climatique, ni réduire les risques de pandémie, de guerre nucléaire. Et donc, en fait, il faut pas considérer le partage de connaissances comme une fin en soi. Il faut s'appeler que l'objectif, c'est d'avancer concrètement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais en faire, mais très donc souvent... ça aide, mais c'est pas... Ouais, d'accord. C'est-à-dire que très souvent, c'est surestimé et on considère ça comme la chose la plus importante, alors que non, le but, c'est d'avancer. Donc moi, je préfère largement mais que les quelques centaines ou quelques milliers de personnes, par exemple, qui vont écouter ce podcast disent « moi, je veux me mettre concrètement à passer à des actions », qu'il y ait 2 millions de personnes qui entendent parler du sujet et qui finalement ne fassent aucune action, parce que le but au final, c'est pas juste que les gens courent, c'est que les personnes puissent prendre des actions pour améliorer concrètement le sujet. Ok, donc ça clarifie un peu, peut-être l'illusion des bonnes intentions. Ouais, ça c'est quelque chose aussi qu'on peut entendre, voilà, ce qui compte finalement, c'est l'intention. Si en fait je fais ça avec mon bon cœur, ça va suffire pour faire une différence. Et c'est beau, enfin, j'aimerais que ça soit comme ça, mais... Merde, le monde il est trop complexe quoi. Et juste nos bonnes intentions, ça suffit pas à avancer sur les sujets quoi. Si les personnes s'étaient juste dit, par exemple les abolitionnistes, si c'était juste dit mais l'essentiel c'est qu'on ait à cœur de travailler sur le sujet, ils auraient pas permis à des millions de personnes d'éviter le commerce et d'être trimballés à un bateau pendant des dizaines de jours quoi. Et donc les bonnes intentions ça suffit pas, il faut une stratégie, il faut prioriser parmi les actions possibles si on veut faire une grande différence. Ça c'est moins contre-intuitif en effet. L'illusion de la juste raison. Ouais, ça c'est finalement c'est un peu aussi ce qu'on illustrait quoi. C'est pas la justesse d'un combat qui suffit à gagner. Et ça c'est un biais qui peut exister chez plein de personnes ou même par exemple des personnes qui ont un parcours un peu scientifique ou qui développent un outil qui se dit mais mon outil c'est en soi le meilleur, donc c'est sûr que je vais gagner. Malheureusement non, il faut plein d'autres choses et juste la justesse d'un combat ou la qualité des idées ne suffisent pas en soi à les faire gagner. Et peut-être pour faire un parallèle avec les questions politiques aujourd'hui en France, on peut, y a des personnes qui vont être très certaines de modèles politiques ou économiques qui seraient meilleurs pour la société. Et pour autant, c'est pas pour autant que c'est ce modèle-là qui va gagner les prochaines élections présidentielles, quoi. Et donc, juste la justesse ou la qualité des arguments ou des choses comme ça ne suffit pas forcément à convaincre. Et à un moment donné, il vaut mieux gagner la majorité aux législatives si on veut que nos idées passent, que juste se concentrer à ce que nos idées soient les plus justes possibles. Ah oui, mais dans ces cas-là, c'est parce qu'il y en a un autre qui s'appelle l'illusion de la pureté, mais ça me semble être... parce que du coup, l'illusion de la pureté, ça serait... j'en sais rien, moi, si tu milites pour les animaux, il faut que tout le monde soit vegan. Et donc, c'est pas forcément la bonne manière de faire ça. Peut-être au début, tu fais, peut-être manger moins de viande ou ayez conscience de ce qui se passe dans les abattoirs. Comment tu fais la différence entre l'illusion de la pureté et l'illusion de la juste raison? L'illusion de la pureté, c'est comme quoi il faut être une personne sainte et comme quoi il faut... d'accord. Donc, il faut être vraiment parfait sur tous les sujets. Et même, on ne va pas accepter de faire des alliances avec des gens qui sont un peu différents de nous. Typiquement, c'est dire, moi j'ai envie d'avancer sur le changement climatique. Tiens, il y a d'autres groupes qui veulent avancer sur le changement climatique. Ok, mais quelle est leur position sur le féminisme? Quelle est leur position sur l'anticolonialisme? Quelle est leur position sur les transgenres? Qu'est-ce qu'il faut actuellement sur le sujet? Ils ne sont pas positionnés sur le sujet. Mais je ne suis pas prêt à travailler avec eux. Ouais. Et donc ça, c'est une sorte de pureté morale qui peut... S'il y a des personnes dans le passé qui ont accepté de faire des partenariats avec des personnes différentes d'eux pour avancer sur une cause, mais ça ne veut pas dire qu'ils abandonnaient tout le reste de leurs idées, mais qu'ils étaient pragmatiques sur concrètement comment avancer sur la prochaine cause sur laquelle ils dédiaient leurs ressources. Ouais, donc il y a une notion quand même... à un moment donné, il faut faire des compromis aussi, quoi, pour avancer, ouais. Ouais, j'ai une petite anecdote là-dessus, je l'ai pas encore posté, la vidéo, mais donc je voulais faire... je vais faire le livre de Gabriel Zucman, donc sur la taxe Zucman. Et c'est vrai que en fait je me suis dit en fait ça va être chiant parce qu'on va tous être d'accord qu'il faut que l'impôt soit progressif, donc c'est pénible. Et donc je suis allé sur Instagram, je suis allé chercher les gens qui commentaient sur tous les posts de Gabriel Zucman en disant que c'était nul et tout, vous nous faites chier les gauchos, machin. Et je les ai contactés.
Et je dis, bah, je veux bien discuter parce que j'avoue, je comprends pas en fait le problème. Et il y a un gars qui m'a répondu et il voulait bien discuter avec moi et tout. Et en fait, la discussion a été pliée en 5 minutes parce qu'en fait, je disais, mais en fait, je comprends pas pourquoi t'es pas pour que l'impôt soit progressif. Même, et il disait, même pas progressif relativement, mais bref. Ouais, enfin bref, voilà, que quand t'as plus de revenus, tu payes plus en partie en pourcentage de ton revenu. Et il m'a dit, mais en fait, moi c'est juste, j'ai pas envie qu'on augmente les impôts. Et du coup, j'ai dit, ok, mais est-ce que ça te va si on fait la taxe Zuckman, c'est-à-dire on rend l'impôt progressif, mais t'as le droit de baisser les impôts que tu veux, juste pour que ça fasse 0 à la fin, quoi, tu vois. Et il a fait, ouais. Top là. 5 minutes. Et là, comment on peut chercher à faire des alliances sur des sujets où on peut... Mais c'est incroyable. La discussion, parce qu'on n'allait pas faire une discussion de 30 secondes, elle a duré plus longtemps en vrai, mais en vrai, c'était 5 minutes, quoi, tu vois. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, ouais, enfin, faut arrêter avec la pureté, enfin, tu vois. Et bref, je vous laisse méditer là-dessus, mais c'était quand même un moment, c'était fou, quoi. Et donc, illusion de la synergie, peut-être. Ça, c'est l'idée que toutes les causes vont s'aligner les unes avec les autres et qu'on va pouvoir avancer tous ensemble sur un monde meilleur. Et donc, il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça, et qu'il n'y a pas ça, et qu'il n'y a pas ça, et qu'il n'y a pas ça. Et tant qu'on n'a pas toutes ces causes qui s'entêtent les unes avec les autres, on ne va pas pouvoir avancer. Sauf qu'en fait, c'est un peu, d'ailleurs, Rutger Bregman dit, c'est un peu le chemin qu'a pris la gauche ces 20 dernières années. Et on a à peu près gagné 0 combat en espérant que tout s'aligne. Alors que de l'autre côté, il y a des groupes, par exemple, d'extrême droite qui sont extrêmement pragmatiques, alignés, qui visent un prochain objectif de manière stratégique et qui arrivent concrètement à avancer très bien sur le sujet. Et donc, il faut arrêter d'avoir l'espoir des synergies, de pouvoir cocher toutes les causes et tous les objectifs du développement durable en même temps. Non, il faut, à un moment donné, avoir un certain focus sur les causes ou la prochaine cause sur laquelle on peut faire une grande différence et chercher à investir notre temps, nos ressources pour concrètement avancer significativement sur ce sujet. Ok, et après, pour rester un peu sur le sujet de la stratégie, il y a quand même un truc qui me fait réfléchir, c'est que mine de rien, c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps, les gens ont quand même tendance à croire un peu ce qui les arrange. Et donc, forcément, y a certaines idées qui vont se déployer très facilement. J'en sais rien, si tu regardes historiquement, si tu mets des impôts à ceux qui croient pas à la bonne religion, ou alors tu fais des réductions d'impôts à ceux qui croient à la bonne religion, tiens, comme par magie, tu vas avoir une réorientation des croyances pour fitter ces avantages-là. J'ai un peu l'impression que si on ouvre un peu cette porte dans l'esprit des gens de donner efficacement, d'agir, j'ai l'impression que ça risque de rencontrer un espèce de blocage subconscient du style en fait ça m'arrange pas trop, quoi, parce que moi j'aimais bien aller sur Instagram dire que je sais pas quoi, le racisme c'est pas bien, et après aller dormir. Et ça m'arrange pas trop, quoi, ton histoire de donner, de me rendre compte qu'avec 5 000 euros je sauve une vie, et que peut-être que je peux pas m'acheter mon sac à main à 25 000 euros parce que c'est quand même 5 vies et c'est quand même un peu abusé. Et j'ai l'impression que ça va être un gros morceau, quoi, cette espèce de réticence subconsciente dans le fait que ça arrange pas vraiment les gens de comprendre ça, en fait, hein. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois très bien. Pour l'anniversaire de mon père, je vais offert ce livre à lire. Et il m'a dit que je le faisais chier, quoi, parce que concrètement, c'est un livre qui te laisse pas tranquille, quoi. Non, et qui dit non, tu peux chercher à faire bien plus loin, et tu ne dois pas te contenter de ce minimum demandé socialement pour faire le bien, et tu peux chercher à faire beaucoup plus loin. Et je pense que, en effet, c'est
Moi, je préférais que j'aurais pu continuer à faire mon ancien boulot d'ingénieur que je kiffais et que j'aurais pu continuer à faire exactement la même vie qu'avant, à lire les mêmes sujets sur lesquels j'étais personnellement passionné et que ça allait suffire pour aider le monde. Malheureusement, c'est pas comme ça le sens de l'histoire. Et s'il n'y a pas des personnes qui se mettent concrètement la main dans la boue à s'attaquer à ces sujets, on peut pas aller aussi loin, on peut pas concrètement avancer. Donc ouais, en effet, c'est pas le message le plus simple. Et par exemple, c'est beaucoup plus facile d'exposer sur les réseaux sociaux en disant mangeons les riches, enfin taxons-les grandement. Mais concrètement, ça permet pas d'avancer, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont faire un travail stratégique. Et d'ailleurs, Rutger Bregman a d'ailleurs travaillé avec Gabriel Zucman sur les questions de taxes. Et c'est un des projets qui aussi sur lequel il porte. Mais eux, ils sont exactement stratégiques, pragmatiques. Et par rapport à des dizaines de personnes qui ont essayé de travailler ou sensibiliser sur ce sujet, mais eux, ils ont porté un projet de loi qui a failli passer jusqu'à la législation, mais peut-être qu'il passera l'année prochaine ou qui va passer dans d'autres pays, qui va concrètement affecter un grand nombre de personnes. Donc, ouais, en effet, c'est pas ce qu'on aimerait entendre le plus, mais c'est un peu ça l'ambition morale, quoi. C'est aller au-delà de ce qu'on aimerait et de se satisfaire de ceux qui arrivaient à notre table pour aller chercher plus loin, aller chercher les choses qui sont les plus substantielles, qui sont les plus solvables, qui sont les plus sous-exploitées pour être capable de faire une grande différence. Ouais, je suis d'accord, mais le truc, c'est que ça va vraiment, ça va et c'est vraiment un frein, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, je fais la différence entre, tu vois, admettons, voilà, moi, je mange de la viande, mais j'arrive quand même à faire l'exercice de me dire, déjà, c'est pas top. Quand je me renseigne pas sur les conditions animales, en plus de ça, de ce que je viens d'acheter, c'est pas top. Quand au supermarché, j'ai le choix entre le poulet bien-être A et le poulet bien-être D et que je prends le D, c'est pas top. Voilà, j'essaye au moins de me dire, tu sais, c'est vraiment le step 0, quoi. De se dire, comme j'ai quand même conscience que c'est pas optimal. Tu peux comparer ça à, je sais pas, quelqu'un sur CNews en train de faire wow, ils nous font chier avec ça, c'est quoi le problème, machin. Et tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est un frein, quoi, que les gens ont pas envie qu'on vienne les titiller avec un bâton dans les côtes en disant quand même, rends-toi compte que tout n'est pas optimal dans ce que... En fait, on a l'impression qu'être une personne morale, c'est être une personne qui ne vole pas, qui ne tue pas, qui va faire son travail, qui est gentil... Qui trie ses déchets. Qui trie ses déchets, qui va sur Twitter, qui a la bonne opinion, machin. Et de faire passer ces gens-là de cet état-là à un état où, non, quand même, pose-toi un peu des questions parce que il y a peut-être c'est pas forcément vrai que c'est super ce que tu fais. C'est pas un petit combat, hein. Ça, c'est vraiment le point de vue du livre, quoi, qui dit on a tendance à se contenter, les personnes qui sont bonnes et qui sont morales, c'est celles qui ont les bons points de vue. Lui, il dit non, ça passe pas comme ça. C'est concrètement, quelles sont les actions de ces personnes. Et c'est comme ça qu'elles deviennent des personnes morales et qui font une grande différence. La différence avec par exemple, les suffragettes, donc les personnes qui s'assuraient que les femmes puissent voter, qui ont fait tout un combat là-dessus, en fait, c'était pas leurs idées qui ont fait ces personnes des exemples historiques. C'est le fait qu'elles les mettaient en pratique et qu'elles ont fait en sorte de gagner ces combats. Et donc, c'est un peu l'idée que juste les bonnes intentions, c'est pas ce qui suffit. Et à un moment donné, il faut les mettre en œuvre concrètement pour faire une différence. Et pour les personnes qui vont lire le livre, en effet, il y aura des choses qui seront assez désagréables à entendre parce qu'ils vont vous dire concrètement, vous pouvez pas vous contenter de faire ce que vous faites et ce qui vous paraît le plus simple pour faire une grande différence. Et donc, il y a... En effet, c'est pas forcément le message le plus simple à entendre, mais si c'était le plus simple à entendre, il serait déjà entendu et ça changerait rien de le dire. Et donc, il faut aller sur le côté de cette marge des idées et aller chercher les choses qui grattent, qui sont un peu désagréables à entendre pour faire une plus grande différence. Et pour dire un point là sur la viande, ça me rappelle donc il y a un passage du livre où il parle du poudlard pour les bienfaiteurs. Donc, c'est un incubateur qui s'appelle Ambitious Impact et qui a notamment un programme qui s'appelle Charity Entrepreneurship qui a pour but de lancer des associations hautement efficaces.
qui améliorent le bien-être des humains, qui réduisent les maladies. Et en fait, ça a été vraiment une usine à sauce super efficace. Ça sort d'où? C'est une personne notable avec une grande notoriété qui a créé ça? Pas spécialement. C'est quelqu'un qui était plutôt jeune à la base. À la base, ils en parlent dans le livre. Il y a un chapitre qui est dédié à ce poudlard pour les bienfaiteurs. Et à la base, ils sont juste dit ça serait quand même cool. C'est fou le nombre de personnes qui ont un taux de vaccination encore faible dans certaines régions. Peut-être qu'il y a des manières très simples d'améliorer ça. Et ils se sont rendus compte que envoyer des SMS en masse, c'était très efficace pour augmenter le taux de vaccination. Et donc, ils ont lancé une première organisation qui est devenue une des assos les plus efficaces au monde. Et après, il y a d'autres personnes qui l'ont contacté. Ah, comment t'as fait? Et là, il s'est dit, attends, là, je suis bon, je suis doué pour lancer le truc. Peut-être que je peux aider d'autres gens à lancer. Et c'est comme ça qu'ils ont créé cette école, qui est d'ailleurs devenue peut-être un des lieux les plus sélectifs au monde pour y entrer. Il en parle dans le livre en disant que c'est plus dur d'entrer là que dans les meilleures écoles au monde. Et il y a plusieurs milliers de candidatures pour chaque vague, pour une dizaine ou une vingtaine de places. Et le but, c'est de lancer des organisations qui font concrètement, qui se concentrent sur le prisme de la priorisation pour avancer sur les sujets. Et pourquoi j'en parlais là quand tu parlais de la viande, c'est pour parler d'une des organisations qui a été lancée, qui s'est dit, en fait, parler du message genre devenez vegan, c'est compliqué. Ou considérer les animaux, les intérêts des animaux, les gens peuvent à peu près le comprendre, mais l'appliquer dans sa vie, c'est un coût. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est il y a la possibilité aussi, pour faire une grande différence sur les animaux, de donner de l'argent à des associations qui permettent de réduire les souffrances animales. Et donc, eux, en fait, leur message, c'est c'est mieux d'être vegan, vous serez peut-être un jour capable de le faire, mais on ne peut pas forcément exiger ça de vous. Et en attendant, vous avez la possibilité de donner pour concrètement faire des changements systémiques. Par exemple, je ne peux pas t'en vouloir à toi que le poulet avec les pires niveaux de bien-être, qui représente la majorité des poulets, soit bien moins cher, plus accessible et présent en masse. Enfin, on a 25 choix différents dans les supermarchés là-dessus. Et ça, c'est difficile d'en vouloir à la personne. Et c'est pour ça qu'on a envie de corriger ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait des interventions hautement efficaces sur ce sujet. Et donc, il y a parmi les assos animalistes efficaces, donc il y en a qui font de la promotion des protéines alternatives. Il y en a qui font aussi des négociations avec les gros acheteurs ou les gros groupes pour permettre qu'il y ait moins de ce poulet, de ce pire poulet qui est présent. Et donc là, c'est des sujets qui permettent de faire une grande différence. Et ça va du coup des fois au-delà de sa propre empreinte individuelle. C'est toujours vouloir chercher à aller plus loin. Et donc voilà des exemples d'organisations hautement efficaces qui essaient de réparer des choses dans nos sociétés qui sont cassées. Et c'est quoi les ordres de grandeur? Donc c'est quoi? C'est des individus ou des groupes d'individus qui postulent à ce poudlard des bienfaiteurs, qui disent moi j'ai un projet, c'est ça, et ils se font incuber, c'est ça En fait là, lui il parle même il fait toute une analogie avec Harry Potter, et il fait genre vraiment il y a les 4 écoles différentes, il y a ceux qui font de la recherche, il y a ceux qui lancent les projets, il y a ceux qui vont récupérer des ressources financières, parce que malheureusement dans tous les combats il en faut. C'est marrant parce que Rutger Bregman, c'est vraiment un turbo-gauchiste quoi. Il s'est d'abord fait connaître parce qu'il était à Davos en train de cracher sur les milliardaires et leur philanthropie bullshit, et qui payaient pas assez leurs taxes quoi. Mais par contre, c'est aussi quelqu'un qui est pragmatique et qui dit en fait, si on regarde les histoires passées, donc là j'ai parlé des abolitionnistes, j'ai parlé des suffragettes, des personnes qui ont travaillé pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis, et derrière, il y avait des millionnaires, il y avait des bienfaiteurs qui avaient de l'argent, parce que malheureusement c'est un outil nécessaire pour avancer sur les sujets. Et donc il faut aussi des personnes qui donnent sur ces sujets. Et d'ailleurs, il fait aussi la différence parmi les milliardaires. Il y en a qui ont des démarches très différentes sur leur philanthropie. Il y en a qui se concentrent plus sur l'esthétique, d'autres plus sur l'éthique, on va dire. Et en France, on a très peu d'exemples à envier, mais il parle dans le livre de différentes personnes qui
donnent déjà significativement leur argent. Et quand je dis significativement, des fois c'est 99% de tout leur argent, par exemple pour le cas de Bill Gates, et qu'ils ne donnent pas sur les causes qui sont le plus proches de son cœur, mais sur justement avec un peu ce prisme de stratégie pour faire une grande différence sur les personnes les individus qui en ont le plus besoin. Mais ça je pense que ça vaut le coup d'en parler un peu. C'est-à-dire que j'avais cherché les ordres de grandeur, en fait, Bill Gates, il a 100 milliards de dollars de fortune et a priori, si je dis pas de bêtises, il aurait donné 60 milliards déjà. Et il compte donner sur toute sa vie 200 milliards. C'est-à-dire qu'en gros, j'imagine que ces 100 milliards, il doit avoir un énorme rendement et que du coup, c'est possible de finir à 200 milliards. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, est-ce qu'il est vraiment estimé à sa juste valeur, ou est-ce qu'au contraire il est vilipendé parce qu'il injecte la 5G ou je sais pas quoi? Tu vois, je suis pas sûr que l'image de Bill Gates pour la personne lambda elle soit si dorée que ça, et au contraire je suis pas sûr que l'image d'un Elon Musk, qui peut-être lui pas peut-être donne beaucoup moins, on pourrait citer d'autres milliardaires, je suis pas sûr qu'elle soit si ternie que ça. Donc il n'y a pas encore ce réflexe de finalement vous avez les moyens, vous pouvez donner. Avec Elon Musk, pas de jugement. Même qui a, par exemple avec le Doge, donc cette soi-disant efficacité. Ça m'énerve parce qu'efficacité c'est censé être un beau mot et ça a été déformé pour des choses aussi négatives. Ouais. Quand par exemple il coupe la majorité de USAID, donc l'agence d'aide internationale des États-Unis, c'est concrètement des centaines de milliers de morts en plus qui sont causées. Donc il est dans le négatif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est même pas se contenter de donner de l'argent pour faire des jolis musées, qui est aussi assez bien critiqué dans le livre et qui est assez bien représenté chez nos milliardaires français. Ah bah oui, non mais juste pour s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire que quand Bernard Arnault il fait la fondation Louis Vuitton, et que du coup il a la réduction d'impôt classique de 66% dessus. Ouais. C'est pas ce qui va le faire le plus avancer le monde et qui le met du bon côté de l'histoire. Ouais. Mais si jamais en fait il y a vraiment une possibilité aussi pour ces personnes de rejoindre d'autres personnes qui elles ont une vraie ambition morale, qui ont une vraie éthique sur ces sujets, et il y a la question de ah ouais, mais est-ce que c'était vraiment éthique, ou est-ce que c'est vraiment souhaitable qu'il y ait des personnes qui soient milliardaires? Peu importe ce qu'on pense de ce sujet, moi je souhaiterais plutôt que non, mais malheureusement mon souhait ne fait pas changer les choses. Comme je souhaiterais qu'il n'y ait pas des centaines de millions de personnes qui soient dans l'extrême pauvreté, je souhaiterais qu'on ait résolu le problème du changement climatique, mais mon souhait ne fait pas avancer les choses. Et donc concrètement, si ces personnes sont prêtes à se poser finalement des questions sur est-ce que mon argent ne peut pas être utilisé pour faire une plus grande différence, c'est quelque chose qui soit souhaitable à encourager. Et je pense pas qu'on a besoin d'idolâtrer ces personnes-là, mais par contre, on peut au moins reconnaître les personnes qui essaient de se poser ces questions-là et qui n'utilisent pas l'argent à leur propre intérêt personnel, mais aussi en pensant à l'impact que ça aura sur les autres. Ouais, et aussi, j'invite les gens aussi à s'intéresser aux ordres de grandeur. Parce que j'avais fait un petit calcul, mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui est, on va dire, classe moyenne supérieure, c'est pas complètement étonnant qu'il ait un patrimoine de 200 000 euros, par exemple, voilà, s'il a un appart ou voilà, un peu de prêt, tout ça. Lui, s'il donnait 100 euros à une association, si tu prends l'équivalent Bernard Arnault, donc qui a 200 milliards, en fait, l'équivalent de 100 euros pour lui, c'est 100 millions, tu vois, pour Bernard Arnault. Et je trouve que c'est aussi intéressant des fois de raisonner en ratio, parce que c'est quand même parlant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, ok, là, il a donné 100 millions, donc c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de moi qui donne 100 euros. Là, ça fait redescendre un peu ça fait redescendre sur Terre. Moi, je te les donne, les 100 euros. Si je peux réparer Notre-Dame, ça me fait plaisir, tu vois. C'est une erreur sur l'année, c'est rien. Et donc, faut avoir un peu aussi redescendre sur Terre avec les ratios et les ordres de grandeur, parce que quand il y a une extrême richesse, en fait, on parle plus du tout des mêmes ordres de grandeur.
Il y a 2 trucs sur lesquels j'ai quand même envie d'ajouter. Le premier, c'est qu'il y a aussi un manque de connaissance et d'utilisation des données disponibles sur l'efficacité. Par exemple, dans le rapport mondial sur le bonheur, donc c'est le truc qui est publié chaque année avec les pays les plus heureux, où la France ne fait jamais partie du top 10 et on descend chaque année là. Donc c'est une publication de l'ONU, et là il y a un chapitre dédié à le coût efficacité de la génération de bien-être de différentes associations. Donc, on se pose la question sur, quand on donne une certaine somme à une association, quel est le nombre d'années de bien-être subjectif équivalente qui est généré. Donc pas en termes de vie. Là c'est vraiment, si tu es à 6 sur 10 pendant un an et que grâce à une intervention, tu passes à 7 sur 10 pendant un an, tu as gagné un well-be, donc une année de bien-être. Et en fait, ça c'est fou, c'est assez peu connu, mais ça permet de comparer quasiment toutes les associations que vous avez en tête. En fait, finalement, très souvent, les associations qui aident les humains maintenant, ça peut se mesurer en termes de bien-être. Et eux, ils ont fait ça avec des associations. Ils se sont rendus compte une fois encore qu'il y avait des écarts x100 entre les associations. Et même un truc encore plus fou, c'est que des assos qui étaient très classiques pour nos dons philanthropiques, donc notamment en France, il y avait des opportunités d'avoir 3500 fois plus d'impact. C'est-à-dire que pour la même somme, on peut générer 3500 fois plus d'années de bien-être. Ce qui veut dire que si tu donnes 1000 euros par an, donc même pas 100 euros mensuels, et en plus si tu as la réduction fiscale, ça peut être même pas 40 euros mensuels, en fait, tu as la possibilité d'impact de quelqu'un qui donne 3,5 millions d'euros. Ah oui, il y a cet effet levier-là. Ouais, ok, d'accord. Et donc ça, c'est le premier truc de dire, en fait, en vous considérant, en utilisant ces principes d'efficacité, tu peux jouer dans la cour de personnes qui peuvent avoir des impacts dérisoires par rapport à toi parce que tu utilises des leviers d'efficacité et ces connaissances disponibles. C'est le premier truc que je voulais dire. Et le deuxième, c'est pas de se faire... Attends, je vais le reformuler quand même pour être sûr que c'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un de très riche donne 100 millions pour une cause hautement inefficace, et que qui est la plupart des causes. Qui est la plupart des causes en plus, et que toi, tu décides de donner, j'en sais rien, 1000 à une cause très très efficace, en fait, les facteurs d'efficacité peuvent faire en sorte que finalement, faudrait faire le calcul, mais on peut s'y retrouver, quoi. C'est ça. Il y a des cas où c'est pas vu. En fait, il y a même des causes qui... il y a beaucoup d'organisations qui mesurent leur impact réel. Des fois, il y en a certaines qui sont même négatifs, parce que le monde est complexe, c'est pas toujours facile de prévoir. Et il y en a une grande partie qui n'a aucun impact significatif. C'est, par exemple, sur le sujet de l'éducation, c'est un sujet qui est particulièrement difficile parce que c'est un sujet qui est multifactoriel. Et donc, il y a plein de fois où on va étudier 2 groupes, on va donner une intervention ou un soutien scolaire à un groupe. On va voir la variation entre les 2 groupes sur à quel point ces personnes vont vont passer le collège, vont aller dans les études supérieures, etc. Et des fois, on voit aucun écart significatif. Oui. Et donc, en fait, tu peux donner autant de millions que tu veux à cette organisation, ça va faire aucune différence positive sur le monde. Donc, oui, en effet, avec des méthodes de stratégie, on peut faire beaucoup plus de différence. Et le deuxième, c'est un peu le biais du relativisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah ouais, moi, je suis pas Bernard Arnault, donc si je donne, je vais pas faire changer la courbe de l'extrême pauvreté. » Et même si ça, c'est foncièrement vrai, on va pas voir la variation sur la courbe. Faut se rappeler que ce qui compte, c'est l'impact absolu. C'est-à-dire, c'est pas le pourcentage de vie qui est aidé qui compte, mais c'est le nombre de vies aidées. Et si, avec tes fonds, tu es capable de réduire la mortalité infantile de dizaines, de centaines d'enfants, ça compte énormément. Et chaque vie d'un enfant, ça a énormément de valeur. Il faut pas se faire avoir parce que juste ces biais de ratio, de relativisme, mais chercher à avoir le plus grand impact absolu possible. Après, l'ordre de grandeur, il me semble, c'est 5 000 euros par vie pour les associations les plus efficaces. Pour sauver une centaine de vies, il faut quand même un peu avoir les moyens. Juste pour faire quelques précisions sur ça. Vas-y. En France, la valeur statistique d'une vie, c'est l'ordre de plusieurs millions d'euros. En général, c'est 3 millions d'euros que l'État est prêt à mettre pour sauver une vie. Tu te bases sur quoi en général Donc là, il y a plusieurs manières de mesurer ça, sachant que c'est pas toujours égaux. Par exemple, ils vont se dire est-ce qu'on paye pour refaire ce rond-point qui va améliorer la sécurité, qui baisse de 10% les chances que quelqu'un meure ces 10 prochaines années. Donc en fait, quand on accepte de payer ça, on donne indirectement le coût à une vie. Ou quand on accepte de payer certains traitements extrêmement chers. Ah oui, les médicaments, Exactement. Tu rembourseras pas un médicament à 10 millions, mais tu rembourseras peut-être... Et quand on dit on est prêt à payer une opération qui va coûter 150 000 euros à l'État et qui va améliorer qui va permettre une année de vie supplémentaire en bonne santé, indirectement, on donne le coût d'une vie en bonne santé. Et donc, en effet, toutes les choses ne sont pas forcément égaux là-dessus, et peut-être que les assos les plus efficaces en France pourraient faire des différences, mais
en fait, quand il y a aussi l'idée que des fois on peut avoir par le marketing de sauver une vie, et il y a des manières différentes de mesurer ça, et il y a des gens qui vont dire ah ouais, en fait si tu donnes 2 euros pour une vitamine A, en fait tu sauves une vie. Alors non, statistiquement tu as une chance sur 966 que cette vie soit sauvée, et donc ça peut être un peu plus difficile à mesurer ou à communiquer là-dessus. Mais là, c'est des chiffres qui sont issus justement de GiveWell, dont on a parlé tout à l'heure, l'évaluateur, qui a une méthode particulière de prendre en compte aussi le contrefactuel, d'essayer d'imaginer si eux ne donnaient pas, est-ce que si quelqu'un d'autre allait donner ne serait-ce que 30%, dans ce cas-là, 30% de l'impact n'existe pas vraiment. Donc, ils ont des méthodes très particulières de calculer qui donnent en effet cet ordre de grandeur-là, ce qui veut dire que au cours d'une vie, on a tous la possibilité, juste avec nos dons, de sauver plusieurs vies. Ah oui, au cours d'une vie, ouais, d'accord. Et de sauver et aussi empêcher des centaines de maladies, améliorer énormément de jours d'école, éviter énormément de souffrance au global, permettre à ces personnes d'avoir plus de revenus à l'avenir. Ça, c'est des choses qui sont relativement accessibles à un grand nombre de personnes. Ok, ok. Ouais, ça, c'est plus clair. Et moi, il y a un côté aussi qui m'intéresse, c'est sur les stratégies. Il y a tout ce qui, instinctivement, les gens ont tendance à penser que c'est un peu gauche de parler de combien on donne, de charité, de ce genre de choses. C'est-à-dire que celui qui fait la bonne charité, c'est celui qui dit pas trop, quoi, qui l'a donné. Et en fait, ouais, c'est cool, mais en fait, c'est pas du tout efficace d'être dans ce genre de paradigme. C'est-à-dire que normalement, il y a quand même cette notion de si tu fais un peu de la pub, regardez, là, j'ai donné 1 million, c'est un truc super efficace, regardez-moi, c'est utile, faites comme moi. C'est un peu, ça irrite les gens. Mine de rien, c'est efficace, quoi. Enfin, ça fait de la pub. Alors, je pense qu'il y a des manières différentes de communiquer, et les gens ont vraiment peur que ça soit vu comme se vanter. Ouais. Se vanter, c'est en fait, déformer la réalité à notre avantage et se mettre dans une position où les gens nous voient comme potentiellement supérieurs. Mais en fait, très souvent, c'est pas la démarche. Et si on partage foncièrement ce qui nous a motivés, c'est clairement pas vu comme ça. Si on se dit, voilà, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais plutôt de la chance. Je me suis rendu compte que quand j'étais malade, j'avais la possibilité d'aller chez le médecin, que quand il y a quelqu'un de ma famille qui a eu un problème avec son enfant, il a été pris en charge directement. Et ça, en fait, quand on se rend compte de cette chance-là, moi, ça m'a motivé à permettre davantage de personnes d'avoir ça et d'avoir des choses de base. En fait, quand on partage quelque chose qui est comme ça, qui est une expérience personnelle, c'est très peu vu finalement comme se vanter. Et c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour avancer sur les combats, parce que si on veut que davantage de personnes fassent la différence, il faut nous-mêmes qu'on se mette à partager et à parler du sujet. D'ailleurs, il y a un chapitre du livre qui parle un petit peu de ce sujet-là, qui parle de la question de la résistance, qui est un sujet qui est regardé d'un point de vue un peu historique. La résistance à ses idées ou Non, la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Ah, pardon, la résistance, concrètement. Okay. C'est pour faire un peu une transition vers un sujet plus concret, où ils se sont dit, voilà, il y a un peu ce mythe dans différents pays de la résistance, où tout le monde faisait partie de la résistance, mais finalement, non, il n'y avait pas tout le monde. La majorité n'était pas nazie, mais la majorité se contentait à peu près de rien faire. Mais par contre, il y a des personnes qui ont vraiment fait une grande différence, qui ont pris des risques énormes. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui différencie ces personnes ? Est-ce que c'est elles ont moins d'aversion à la peur? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient les plus morales? Est-ce que c'était parce qu'elles venaient de castes particulières? Est-ce que c'était lié à leur... On essaie de regarder quels sont les critères communs avec ces personnes qui sont engagées au point de risquer leur vie pour aider et s'engager dans la résistance. Le critère principal, le point commun à 96% des personnes, c'est qu'on leur a demandé de le faire. Et donc, c'est-à-dire qu'on leur a proposé de faire des actions concrètes. Et ça, ça paraît assez contre-intuitif, parce qu'on s'imagine que c'est vraiment un acte valeureux. Bravo, mais non, en fait, finalement, on a peut-être tous ça en nous. Et des fois, il suffit qu'on nous demande pour qu'on se mette à passer à l'action. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez bizarre. Et il creuse l'exemple avec un village aux Pays-Bas, où il y a un peu... très souvent, par contre, il faut un patient zéro. Cette personne qui se met d'abord à s'attaquer à ce sujet et qui se met à en parler. Et qui est d'ailleurs pas toujours la personne la mieux vue. Et peut-être que le premier milliardaire en France qui va dire voilà, moi je me mets à donner efficacement des assos pour prendre en compte, peut-être qu'il y a des personnes qui vont le pointer du doigt et qui vont recevoir des critiques, mais comme ces personnes-là qui sont engagées au début de la résistance ont pu avoir des critiques comme quoi ils étaient trop dangereux, comme quoi ils ne devaient pas faire ça, et cette personne-là en fait
elle allait demander aux gens s'ils étaient prêts à recevoir à cacher des personnes chez eux, chez elle. Et en gros, il s'est dit, comme idée de base aussi, il dit, en fait, si tout le monde dans le village cache quelqu'un, mais il n'y a personne qui peut nous dénoncer, du coup on sera plus solide comme ça. Et même il a des histoires où il se plaît souvent que les gens sont relativement lâches, etc. Mais en fait, quasiment tous les gens qu'on leur demandait acceptaient de le faire. Et même ceux qui n'étaient pas trop chauds, une fois qu'ils avaient 2 personnes chez eux, ils se retrouvaient quand même à pouvoir le faire. Je ne dis pas qu'il faut les pousser à ce niveau de retranchement, mais que concrètement, par exemple sur la question de se mettre à donner efficacement, donc en utilisant ces évaluations recommandées par des évaluateurs et des associations qui sont mis en avant sur la plateforme Mieux Donner, en fait, c'est juste vous poser la question si est-ce que ça peut être pour moi. Ça peut être la différence entre des personnes qui font très peu avec leur générosité au cours de la vie et des personnes qui vont faire une grande différence. Ok, ouais, parce que moi c'est intéressant ça. Moi à la base j'avais une manière un peu différente de le voir, c'est-à-dire que il y a 3 expériences qui sont connues, l'expérience de Ash, l'expérience de Zimbardo et l'expérience de Milgram. Et donc je crois que Ash, c'est tu mets 2 lignes qui ont la même taille et tu demandes à plein de personnes est-ce qu'elles ont la même taille, mais en fait il y a des acteurs dans la salle et donc les gens font comme tout le monde et disent bah non, elles ont pas la même taille, mais il y a quand même des gens qui se lèvent et qui disent bah je suis pas d'accord, elles ont la même taille. 1000 grammes, pareil, c'est tu dois infliger de la douleur à un acteur et puis il y a des gens qui font bah non, je vais pas le faire. Et Zimbardo, c'est une espèce d'expérience où c'était des gardes de prison contre des faux prisonniers et puis c'est parti en sucette. Et en fait, moi je me disais en fait c'est qui ces gens qui dans les 3 expériences vont réussir le test, tu vois, c'est quoi la matrice de personnalité. Et donc je me dis c'est quand même des gens qui sont particuliers. Parce qu'on croit tous que si on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'aurait pas été nazi ou on aurait été résistant et tout. Mais en fait, c'est statistiquement pas vrai. Sauf qu'on croit tous. Un proxy, ça pourrait presque être... En fait, il parle que ces personnes-là faisaient vraiment preuve d'ambition morale. Et du coup, un proxy, ça peut être à quel point, aujourd'hui, vous faites preuve d'ambition morale dans vos combats. Ah oui, tu pourrais le lier comme ça. Ouais. Et du coup, ça peut être... Voilà, vu que c'était une toute petite frange de la population qui était vraiment ambitieux dans leur manière de faire une différence. Mais il y a la question, aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment ambitieux dans votre manière de faire la différence ? Ouais, tu peux faire le lien comme ça. Et toi, ce que tu rajoutais en plus par-dessus ça, c'est que, ok, il y a peut-être ces illuminés, on va dire, mais finalement, en fait, eux, ils sont vachement efficaces quand ils demandent aux autres de faire quelque chose, quoi. Et il y a un peu cette idée que, en fait, on est tous suffisamment braves à l'intérieur de nous pour prendre des actions qui soient vraiment... qui peuvent permettre d'avoir un impact très positif et d'avancer sur les causes, mais des fois il faut pousser un tout petit peu pour être lancé sur la voie. Ouais. Et dans toutes les catégories des choses qui sonnent pas bien ou qui font pas plaisir dans le cadre de ce sujet d'aider les gens, tu vois, moi je pense à des trucs qui pourrait être très mal vu mais très efficace, tu vois, j'en sais rien, il y a un jour un partenariat avec Meta et puis les gens qui donnent 1% de leurs revenus par exemple, ils ont un avatar bleu sur Instagram, ou 5% ils ont un jaune et 10% ils ont un rouge, enfin tu vois, des trucs hyper m'as-tu vu, où en fait quand t'es français, que tu donnes 10%, en fait t'as des places, si tu veux, va regarder Roland Garros devant, machin, ou à Bercy, viens quand tu veux, machin. Et ça sonne vraiment pas bien. Mais je me dis, ça serait d'une efficacité redoutable, quoi. Est-ce que t'as déjà pensé à des trucs qui vraiment sonnent hyper mal, mais qui sont redoutablement efficaces, quoi? Déjà, en général, les choses qui sonnent hyper mal, faut faire preuve de scepticisme et toujours être un peu prudent. Tu penses ? Okay. En fait, faut vraiment se poser la question. Voilà, faut, par exemple... s'il y a un Excel, une table de calcul qui te fait croire que quelque chose est extrêmement efficace, mais que tout le monde en entendra dire ça a l'air très négatif et ça pourrait blesser énormément de personnes. Tu me dis non, t'inquiète, j'ai fait les calculs, ça va bien se passer. J'aurais une petite forme de scepticisme. C'est ça que tu veux dire, mais par contre, par exemple, ce que tu décris, je trouve ça pas foncièrement extrêmement mal, quoi. Je me dis, si on valorise des personnes qui sont extrêmement généreuses dans leur manière de faire une différence, ou si même les personnes peuvent partager concrètement leur générosité et que ça peut rendre ça de manière contagieuse, moi je verrais ça de manière très positive. Mais t'as des idées, des exemples là, que t'as pensé? Il y a un truc très concret, c'est que
il y a quelque chose dont il parle dans le livre, et qui est l'engagement des 10%. Donc les personnes qui ont décidé de donner au moins 10% de leurs revenus à des associations hautement efficaces. C'est quelque chose d'ailleurs que Rutger Bregman peut parler parce qu'il a pris cet engagement des 10%. Donc lui, il donne au moins 10% de ses revenus à des assos hautement efficaces. Tous les revenus du livre va aussi pour une association. Et en gros, il y a cette chose-là, ça a été pris par plus de 10 000 personnes actuellement. Et moi, je me souviens, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais encore un ingénieur un peu junior. Et en fait, je me suis posé la question, genre, est-ce que je peux vivre avec 90% de mes revenus ? Je suis genre, ouais, plutôt, ça devrait pas trop changer ma vie, mais je sais que ces 10% pourraient être utilisés pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc moi, personnellement, ça m'a motivé à prendre cet engagement des 10%. Et c'est une des décisions dans ma vie que j'ai prises dont je suis le plus fier. Quand je me retourne dessus, il y a des choses où on arrive à voir l'effet positif que pour avoir, par exemple, s'imaginer que grâce à notre don, il y a une personne qui va être protégée, qui va voir sa mortalité réduite pendant 1 an, ça donne un peu chaud au cœur. En fait, moi, là, juste avec mes quelques années de dons et revenus qui sont relativement modestes, même en dessous des revenus moyens, en fait, je me rends compte que j'ai aidé plusieurs milliers de personnes comme ça. Et c'est quelque chose qui est oufissime en termes d'impact. Et donc, c'est quelque chose que, en fait, j'ai envie de partager cette expérience positive que j'ai eue avec ça. Et ce qu'a mis en place, du coup, des organisations qui mettent en avant l'engagement des 10%, comme on le fait avec Mieux Donner. Donc, sur le site Mieux Donner, il y a un truc, s'engager à donner, et on peut remplir un formulaire et dire, voilà, je m'engage à donner au moins 10% de mes revenus à des assos hautement efficaces. C'est pas quelque chose qu'on prélève sur son compte bancaire, c'est des gens qui décident du coup tous les mois ou tous les ans de donner à des assos hautement efficaces. Et là, il y a quelque chose qui a été mis en place ces dernières années, c'est que, je ne sais pas si tu étais courant, mais tu le décrivais à peu près, c'est la possibilité de mettre sur ses profils un diamant bleu si on a pris l'engagement de test. Donc, sur quel profil ? Sur les profils, sur son nom de profil sur LinkedIn, Instagram, Facebook, sur WhatsApp, peu importe, marqué donc Romain Barbe, et ajouter un petit losange, un diamant orange qui veut dire qu'on a pris l'engagement des 10%, ou un petit diamant bleu si on a pris l'engagement de test. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok, d'accord. Mais ça, oui, c'est ça. Enfin, c'est pas forcément en partenariat avec LinkedIn. Enfin, c'est juste une emoji, c'est ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Et par contre, enfin ouais, c'est exactement. Il y a quelques, je sais qu'il y a quelques marques, par exemple, qui font des réductions pour des personnes qui sont des fondateurs d'associations hautement efficaces, et peut-être même qui font des réductions pour les personnes qui ont pris des engagements des 10%. Et je trouve ça plutôt cool de valoriser ça. Et d'ailleurs, ce petit diamant orange, ça veut pas dire genre, ah coucou, je suis meilleur que vous parce que j'ai fait ça. C'est moi, j'ai fait ça, je suis content de l'avoir fait pour moi-même. Et peut-être que si tu as des questions ou tu veux discuter là-dessus, avec plaisir d'échanger sur ce sujet. Et je sais que ce petit truc aussi bête que mettre ce petit diamant orange, ça a déjà motivé des personnes à prendre cet engagement. Et ça veut dire que c'est des dizaines, des centaines, des milliers de vies qui vont être améliorées juste avec ce petit appel assez simple de partage, quoi. Ah ouais, non, ça c'est hyper intéressant, ouais. Ouais, d'accord, ok, ouais, je suis content d'apprendre ça, c'est trop cool, ok. Donc peut-être que si on revient un peu sur la comptabilité, tu peux peut-être parler de Rob Matters et de alors à un moment il a décidé de nager pour aider une petite fille, et puis après il a décidé de nager contre la malaria. Peut-être tu peux. Ouais, lui c'est un chef d'entreprise britannique qui est toujours très efficace, qui a eu beaucoup de succès, etc. Et donc tu parles de il voit un reportage qui l'émeut sur une fille qui a été brûlée, il se met à nager, à motiver des gens, à faire en fait, une grosse collecte de fonds. Et après qu'il a récolté plus de 200 000 pounds pour elle, il a bon, là, je pense pas que de l'argent supplémentaire va beaucoup aider, mais là, il y a toute une communauté, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on fait là, quel est le prochain truc? Et lui, au lieu de se dire, tiens, je vais travailler sur le sujet des petites filles brûlées dans les pays riches parce que c'est le premier sujet sur lequel je suis tombé, il a fait un petit pas de côté et il s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aider, quoi. Donc ça, c'était il y a plus de 15 ans. Et là, il a notamment découvert qu'il y avait 1 million de personnes qui mouraient du paludisme dans le monde, et que c'est majoritairement des enfants de moins de 5 ans. Et là, il voit que juste dormir sous des moustiquaires imprégnés, ça permet de protéger la majorité des infections de paludisme et de baisser la mortalité. Il fait genre, non, c'est pas possible. Genre, ça coûte que quelques euros de faire ça.
si c'était ça, on aurait déjà résolu le problème. Je veux dire, on dépense des milliards d'euros pour d'autres sujets qui sont extrêmement compliqués à résoudre, ou laquelle des fonds supplémentaires, on n'est même pas sûr que ça aide. Et là, il y a un sujet aussi basique qui serait pas couvert. Il fait, c'est pas possible. Et donc, il va voir les papiers de recherche. Il va appeler les meilleurs spécialistes scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Et là, il se dit, merde, en fait, si, c'est comme ça, quoi. Il fait, du coup, on a vraiment besoin de fonds supplémentaires pour lancer ça. Et donc, c'est comme ça qu'il a lancé Against Malaria Foundation, qui est une des assos les plus efficaces au monde depuis 15 ans. Et d'ailleurs, quand GiveWell a été créé, c'est eux qui ont découvert que c'était une des assos les plus efficaces pour sauver des vies. Et maintenant, chaque année, ils sont dans les meilleurs classements. Et c'est pas un travail sans fin. Là. La mortalité du paludisme a été divisée par 2 en 15 ans. Et c'est en grande partie grâce aux moustiquaires imprégnés. Et donc là, encore aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a encore des centaines de millions de personnes qui ne dorment pas sous des moustiquaires et qui, s'ils le faisaient, seraient protégés du paludisme. Et on pourrait peut-être éradiquer cette maladie comme on a éradiqué différentes. Et donc, en fait, cette histoire de Rob Matter, c'est... Prenez un fichier Excel. Prenez un fichier Excel. Ouais, ça, c'est quelque chose qui paraît assez contre-intuitif, mais que, en fait, on a du mal à additionner les souffrances des personnes et de voir comment ça se passe. Et donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur... J'arrive à imaginer ce que c'est que d'aider une personne, mais je peux mettre toute l'énergie du monde, j'arrivais pas à multiplier ça par 1000. Par contre, pour chacune de ces personnes, ça vaut autant. Et voilà, chaque parent qui voit leur enfant en meilleure santé, chaque personne qui sait que leur enfant s'est protégé alors que les voisins, ou même peut-être nous, on a déjà perdu un enfant de la même maladie, ça compte énormément. Et même si moi j'ai du mal à le ressentir, il faut essayer de ressentir ça et de valoriser chaque vie dans leur unicité et de leur faire valoir leurs intérêts. Et il y a quand même c'est quand même bien d'avoir ces histoires un peu plus individuelles qui parfois permettent de nous rattacher, mais il faut les combiner avec avoir une vraie ambition de faire une différence. Et c'est ce qu'a fait un peu Rob, quoi. Il ne s'est pas contenté de travailler sur la première cause qu'il avait touchée, mais sur comment essayer de faire une grande différence. En l'occurrence, ça a été avancé sur le paludisme. Et là, encore aujourd'hui, Against Malaria Foundation et la recherche de fonds, et chaque euro supplémentaire, c'est des personnes en plus qui seront protégées contre le paludisme. Le truc, c'est que ça reste une des associations les plus efficaces encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais t'attendre au bout d'un moment, quand tu as donné assez d'argent, ça commence à diminuer. Mais aujourd'hui, ça reste une des... En fait, il y a toujours une capacité de financement hautement efficace qui n'est pas encore couverte. D'accord, ouais. Et par contre, si demain, il y a un État qui décide de dire on met 115 millions ces 12 prochains mois sur ça, on ne va plus conseiller de dons à Against Malaria Foundation parce que les dons supplémentaires ne permettront pas d'aider efficacement. Ouais. Mais là, c'est encore une réalité. Et c'est là vient le chiffre de 5 000 euros, mais que vraiment, si quelqu'un avait donné 50 euros de plus l'année dernière, il y aurait une dizaine de moustiquaires en plus qui auraient été distribués, et donc potentiellement 20 personnes qui dormiraient protégées contre le paludisme actuellement. 20 personnes de plus qui ne l'auraient pas été sans votre don. Donc c'est pour ça que chaque don supplémentaire, et c'est un truc que Rob insiste beaucoup là-dessus, donc Rob Matter, le fondateur, d'ailleurs lui il fait ça de manière bénévole, il a quitté son boulot de banquier, il avait assez d'argent pour lui-même, et juste de manière bénévole, il fait tourner cette organisation. Il dit, même si on a des gens qui donnent, qui sont extrêmement généreux et qui donnent des millions, on a encore besoin de ces 2 euros de plus, qui est le coût d'achat d'une moustiquaire supplémentaire pour protéger encore une personne de plus, jusqu'à ce que toutes ces personnes soient protégées et qu'on puisse passer au prochain grand combat. Et ce que je trouve intéressant là-dessus aussi, c'est en fait la comparaison entre la petite fille brûlée. Voilà, vous le voyez pas, mais dans le livre, en gros, il fait une infographie où il dit quand tu nages pour la petite fille brûlée, ça fait une personne, et quand tu donnes pour la malaria, ça fait du coup dans l'infographie il y a plein de petits bonhommes, et donc voilà, c'est la différence est flagrante. Et ça me fait penser, je trouve ça rigolo. Enfin, il y a Sam Harris, donc c'est un essayiste et podcasteur américain, et lui ce qu'il dit, c'est donc lui il donne aux associations efficaces. Et il a pris l'engagement des 10%. Il a pris l'engagement des 10%, mais par contre, il dit par contre, je trouve que c'est pas sexy. Donc, à côté, je donne aussi, je sais pas, il y avait une petite fille qui avait un souci et tout, et du coup, il s'occupait d'elle et il donnait pour elle. Et je sais plus comment il appelait ça, enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais il donnait ça, il appelait ça de la charité pornographique ou ostentatoire ou je sais pas quoi, et il disait je donne un truc efficace,
Mais ça me fait aussi plaisir de donner pour la petite fille parce qu'au moins je peux la suivre, je peux la voir, machin. Et donc, je trouvais ça rigolo, ils faisaient les deux, quoi, tu vois. Ce dont je parle, moi, c'est d'altruisme partial et l'altruisme impartial. Oh, c'est peut-être mieux dit, ouais, tu vois, partial et impartial, ouais. Mais pour la peine, lui, il assume beaucoup plus le côté, voilà, assume, ouais. Moi, je fais ça, c'est pour faire plaisir moi-même, c'est pas pour l'impact, sinon, en effet, je donnerais encore pour des moustiquaires, même si c'est pas sexy. C'est ça. Et du coup, moi, il y a beaucoup de personnes qui sont motivées par les principes d'impact et d'efficacité. En fait, il y a quasiment personne qui dit... je pense que 0% de nos dons devraient aller de manière efficace. Il y a vraiment quasiment personne qui défend cette position. Et les gens sont des fois moitié-moitié ou 80%. Par contre, il y a des gens... Mais dis-moi, ouais, c'est vrai ça ou pas? C'est-à-dire que les gens sont... est-ce que tu rencontres des gens qui sont un peu... comment je vais le formuler bien? Moi, je vois beaucoup de gens qui sont, oui, même des gens athées hein, qui vont dire la morale ça n'existe pas, en fait ça vient forcément d'écrits religieux qui ont fondé la civilisation. Je suis pas d'accord que c'est démontrable que d'aider comme ça c'est mieux que comme ça. Enfin, tu t'en rencontres beaucoup des gens comme ça ou pas? Alors j'en rencontre vraiment pas beaucoup. Ah ouais, et il y a même des gens que j'en rencontre qui sont comme ça, qui donnent quand même à des assos efficaces, qui disent peut-être qu'il n'y a rien qui vaut, mais dans le doute, je le fais quand même. Et donc, okay, super. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui, quand je partage ces choses, disent ah ouais, mais il y a quand même d'autres choses qui comptent que l'impact. En fait, c'est quelque chose que Rutger défend aussi. Tu fais ouais, il y a peut-être d'autres choses qui comptent dans la vie, passer du temps de qualité avec sa famille, ses proches, ou peut-être sur ses dons de fin d'année, en donner 5% au refuge ou en a récupéré notre chat. Soit pourquoi pas, et si ça vous fait chaud au cœur et que ça compte pour vous, oui, pourquoi pas. Mais par contre, considérez aussi utiliser une partie significative de ressources pour faire une grande différence. Et ça, en fait, il y a vraiment très très peu de gens qui sont contre cette idée-là. Et d'ailleurs, beaucoup de gens sont à l'aise avec l'idée de par exemple, faire 80% de leur générosité vers les actions les plus efficaces et 20% qui sont un peu plus des dons partiaux, parce que ça dépend de nous-mêmes. Donc, ce qu'on appelle l'altruisme partial. Oui, donc tu as appelé ça partial et impartial. Ok. Oui, ça c'est intéressant. Et je trouve que les ressorts psychologiques aussi sont super intéressants. Par exemple, souvent, on incite les gens à automatiser les dons pour donner, je sais pas, chaque mois par exemple. Parce que c'est fou. Parce qu'en fait, on sait que si la personne fait ça, en fait, elle va être contente d'avoir fait ça et elle va pas arrêter son don automatique. Alors que si elle ne le fait pas, elle va donner le premier mois, le deuxième mois et après elle va arrêter. Et les mécanismes psychologiques là-dessus, c'est fou. Et il y en a un autre aussi, c'est tu fais une grande affiche et tu dis donner de l'argent pour sauver cette petite fille. Les gens, ils donnent. Et après, quand tu rajoutes son frère sur l'affiche, les gens, ils donnent moins. Et après, quand tu rajoutes tout le village, là, les gens, ils donnent plus du tout. Enfin, c'est des trucs, quand on a conscience, ça permet aussi de se remettre en question. Mais ces trucs-là, c'est un puissant fond de contradictions et de choses qui sont pas du tout intuitives, quoi, en fait. Mais moi, je suis curieux d'avoir ton propre chemin de penser là-dessus, parce que tu disais tout à l'heure que tu voulais donner selon les recommandations de GiveWell et des assos efficaces. Toi, c'était quoi ton cheminement pour aller vers là? C'était quoi mon cheminement? C'est un cheminement relativement obscur, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un moment, à force de me faire marteler cette information, en fait, je voulais essayer, quoi. Mais je sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire que je voulais essayer. Et donc, je sais plus ce que j'avais fait. J'étais allé sur le site de Altruisme Efficace France, je pense. Je m'étais retrouvé sur la Fondation France. Tu pouvais donner, il me semble, à 2 associations qui étaient Give Directly, donc où tu donnes directement de l'argent aux personnes les plus pauvres, ils en font ce qu'ils veulent. Je trouve que c'est vachement efficace. Et la malaria. Et puis après, il y a eu le Brexit, donc ils m'ont coupé mon don. Et donc là, c'est exactement le cas que je décris. Ils m'ont coupé mon don. J'ai pas du tout sauté sur le PC pour le refaire parce que je suis un débile. Et donc voilà, je me suis retrouvé. Alors là, tu m'as décrit de manière très logistique. Ouais. Je suis incapable de te dire pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. Je suis incapable de te dire. Pareil, à un moment, on s'est dit tiens, on a fait 100 épisodes, on va faire un épisode payant.
Et donc, donner, je sais plus combien ça coûtait, fallait donner un peu pour avoir l'épisode. Et on avait réuni, il me semble, 400, 450 €, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, on va le donner. Qu'est-ce que ça me fait, moi, comme différence d'avoir ça? Et là, c'était plus... je suis aussi incapable de le décrire. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent qui tombe un peu du ciel comme ça, qui n'est pas encore arrivé sur ton compte, je trouvais que ça piquait plus de l'encaisser que de le donner, mais je le décris hyper mal, tu vois. Enfin, là, tu me demandes les ressorts psychologiques, j'en ai aucune idée. Après, faut le discuter avec beaucoup de personnes du coup qui prennent la décision de donner efficacement. C'est vrai que les motivations peuvent être multiples. Des fois, on veut s'aligner avec ses propres valeurs. On peut éviter d'avoir des dissonances en interne, quoi. On se dit, bah oui, je valorise la vie de ces personnes-là. En fait, j'ai pas besoin d'autant de ressources, donc je peux les aider drastiquement. Il peut y avoir des motivations différentes. Je reviens juste, tu as mentionné l'association Altruisme Efficace France. Je vais peut-être juste expliquer ce que c'est que... donc, l'altruisme efficace, c'est une philosophie qui cherche à identifier les meilleures manières d'avoir un impact positif. Et Altruisme Efficace France, c'est la communauté en France autour des idées de l'altruisme efficace, qui se concentre notamment sur les questions de comment on peut avoir des carrières qui font une grande différence. Donc là, on voit un alignement très fort entre la philosophie de l'altruisme efficace et ce dont parle Rutger Bregman. Mais en même temps, dans le livre, Rutger Bregman peut être parfois critique du mouvement de l'altruisme efficace, où il va le trouver peut-être pas assez ouvert ou pas assez, qui peut pas assez toucher les personnes les plus riches ou les plus influentes. Mais pour la peine... Ouais, lui, ils seraient peut-être pas fans, par exemple, du petit diamant sur LinkedIn. Si. Ok, ouais, j'essaie de trouver un peu... Et d'ailleurs, mieux donné, on peut dire d'une certaine manière, on s'inscrit dans la philosophie de l'altruisme efficace, et parce qu'on cherche aussi à aider le plus possible les autres en utilisant la raison et les données disponibles et les principes scientifiques. Et au final, en mission morale, ils essaient de garder ces idées-là et tous les principes qui ont été développés par l'altruisme efficace et de créer une nouvelle communauté avec un peu presque différentes manières de communiquer pour parler de ce sujet. Et au final, ce qui compte, c'est que concrètement, les idées gagnent, quoi. C'est le nom de son chapitre, quoi. L'impératif moral de gagner les combats, quoi. Et donc, c'est cool de voir des nouveaux projets comme celui-là qui veulent motiver davantage de personnes à prendre des actions qui aident les autres. Et peut-être on peut parler aussi de la notion de cercle moral et de quand il nous incite à élargir notre cercle moral. Peut-être tu peux expliquer ça, qu'est-ce qu'il entend par là? C'est très naturel de considérer les personnes les plus proches de nous en premier. D'abord penser à soutenir sa famille, ses amis, ses proches, ses voisins de quartier. Et après, on peut se poser la question si on peut aider davantage des personnes qui sont plus loin, même si on n'a pas leur visage devant nous, même s'ils ne sont pas à la une du poster et que ce n'est pas la fille isolée que tu parlais tout à l'heure sur le poster, et potentiellement des choses qui sont peut-être différentes de nous, donc géographiquement j'en ai parlé, mais aussi biologiquement, considérer les animaux non humains, potentiellement des gens qui sont plus éloignés temporellement, des gens qui seront là dans le futur, et l'intérêt de personnes futures, ça c'est aussi quelque chose dont il parle, que globalement on ne veut pas créer trop de risques dans le monde qui pourraient mettre en péril l'humanité, comme il parle des développements de l'intelligence artificielle, comme des biopandémies. On va en parler. Et donc ça, c'est des choses qu'il dit, mais voilà, il faut considérer et il faut chercher à étendre notre cercle moral. Il y a une notion de temps, il y a une notion d'espace, les gens qui sont loin, et tu disais il y a une notion d'espèce aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Et typiquement, il parle d'une autre association qui est sortie par le Poudlard pour les bienfaiteurs, par Charity Entrepreneurship, qui travaille sur les crevettes. Et il fait... vraiment, si ça, c'est pas une bande d'illuminés, des gens qui se mettent à travailler sur les crevettes, qu'est-ce que c'est? Mais d'un côté, il y a des milliards de crevettes, il y a des débuts de preuves scientifiques sur leur capacité de souffrir, etc. Et il y a des méthodes très simples pour pour réduire les souffrances des crevettes. Il se fait mais ok, let's go, c'est peut-être pas les choses les plus naturelles pour nous, mais si on a des raisons de penser que ça peut aider un grand nombre, voilà. Mais ça, c'est quand on a déjà un cercle moral qui est suffisamment développé, mais potentiellement, finalement, c'est un peu pour revenir encore à d'autres exemples historiques, quoi. Il y a des moments où les cercles moraux, on les considérait que aux personnes qui étaient citoyennes de la cité, que aux hommes blancs, et on a élargi nos cercles moraux pour considérer davantage de personnes, et ça, c'est peut-être le sens de l'histoire.
Ouais, après, c'est pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un exemple, je crois que c'est Peter Singer qui le donne. En fait, il dit. Ça paraît imparable, quoi. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, si vous avez quelqu'un qui se noie devant vous, en fait, vous allez peut-être mouiller vos chaussures, enlever votre costume qui coûte cher et vous allez aller le sauver. Et donc, quelle est la différence avec quelqu'un qui se noie à l'autre bout du monde, en fait, si vous pouvez aussi le sauver, par exemple, en donnant un peu d'argent. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez imparable. C'est-à-dire que ça résout quelque part la notion spatiale, quoi. Mais c'est vrai, et ça aussi c'est des trucs que Samaris va dire, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut par exemple ne pas offrir de cadeaux à ta petite fille pour son anniversaire parce que tu vas acheter des moustiquaires avec cet argent? Pas forcément, parce qu'il se dit est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où on n'offre pas de cadeaux à sa petite fille? Voilà, donc il y a quand même des petites subtilités sur l'élargissement du cercle moral. Il y a des choses à discuter, quoi. Il y a la question en fait de l'allocation des ressources. Il y a pas forcément donné toutes nos ressources pour aider le plus possible, parce que il y a peut-être d'autres choses qui ont de la valeur dans une vie. Il en parle, et notamment le temps de qualité avec des gens ou d'autres valeurs morales qui comptent pour nous. Mais par contre, c'est vraiment ignorer cette possibilité d'impact et de faire preuve d'aucune ambition morale. C'est une des failles de notre société. Et donc on peut chercher la majorité d'entre nous à être beaucoup plus ambitieux et ambitieuses moralement. Et c'est ça ce qu'il invite à faire. Ouais, donc ça c'est intéressant. Et bon, on va pas aborder le sujet là, mais j'invite les gens aussi à lire le livre de Peter Singer ou à regarder l'épisode dessus qui s'appelle, tu vas me rappeler le nom, c'est sur les animaux. Animal Liberation, enfin, la libération animale, tout à fait. Et où là, il explique bien. Alors ça paraît assez imparable quand il le dit, mais il explique voilà. Quand est-ce qu'il faut considérer la souffrance des animaux, quand est-ce que au contraire il faut considérer la vie des animaux, donc pour ceux qui sont plus intelligents. Enfin, il fait des découpages qui sont assez intéressants. Donc si je dis ça pour les gens qui seraient intéressés par la question et qui seraient pas forcément convaincus par le fait d'inclure les animaux dans le cercle moral, c'est un truc à regarder. Et oui, pour là, tendre vers la fin, en gros, on n'a pas encore parlé des... bon, là, le chapitre s'appelle « Soyez un aïeul illustre », mais en gros, ça veut dire considérer aussi temporellement les gens, c'est-à-dire que les gens qui peuvent potentiellement naître. Et donc là, c'est un peu le chapitre des risques existentiels. Et donc, bon, on peut en parler. Il va citer les risques existentiels dus à des guerres nucléaires. Je pense que très peu de gens savent qu'aujourd'hui, dans le monde, l'ordre de grandeur, c'est qu'il y a 3000 ogives nucléaires, que c'est pas Hiroshima, c'est bien pire. Enfin, c'est la capacité de destruction, elle est énorme. On n'en parle jamais. Personne prend... Enfin, moi, je vois pas à la télé peut-être que il y a des gens qui bossent là-dessus, mais je vois pas les efforts qui sont faits pour diminuer la probabilité de ce genre de catastrophe. Et ouais, ça fout un cafard, quoi. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis peut-être quelqu'un de très bizarre, mais je me balade dans la rue, je vois tous les bâtiments, tous les gens, les enfants, les arbres, les ressources qui ont été utilisées pour construire les trucs, le temps que ça a mis, tout ça. Et je me dis, y a un débile qui va balancer une bombe de 3 mégatonnes là-dessus et qui va détruire ça sur je sais pas combien de kilomètres à la ronde et qui va le rendre inhabitable pour je sais pas combien de temps. Waouh, tu te dis, ça serait bien de le mettre un petit peu plus dans le top des considérations des gens que s'il y a plus ou moins d'immigrés, quoi. Enfin, ça me fout un peu le cafard, quoi. Donc ça, c'est un des risques catastrophiques. Il y en a quelques-uns qui ont été vraiment identifiés comme avec malheureusement le plus grand potentiel de nuisance ou les plus grandes chances de risque de problèmes majeurs. Et quand on parle de problèmes majeurs, c'est l'ordre de 10% de la population humaine qui serait tuée, voire quelque chose qui serait moralement peut-être
pire que 10 fois pire, si 100% de la population humaine disparaît, et que du coup, tous les individus dans le futur qui avaient une chance d'avoir une vie épanouie n'ont pas l'occasion de naître, ça peut être encore plus dramatique si on considère les intérêts des vies futures. Et donc, en effet, il y a quelques... nous, on travaille avec un partenaire allemand et des évaluateurs internationaux pour avoir aussi un fonds pour la préservation des risques catastrophiques. Et donc, on essaie de soutenir ces organisations qui travaillent concrètement sur le sujet et qui essaient de minimiser ces risques. Et là, il y a un autre sujet sur lequel j'ai bien envie de parler, qui est les risques liés à l'intelligence artificielle. Donc, il y a énormément de ressources et de développement et de nouvelles capacités qui arrivent chez les intelligences artificielles. Donc, nous, on le voit un peu à travers les LLM, qui maintenant, d'ailleurs, vont bien plus loin que les modèles de langage basiques, qui sont capables de faire des choses très différentes. Et en fait, au fur et à mesure que leur capacité avance, elles seront capables de faire des choses qui auront un plus grand potentiel de nuisance sur les êtres humains, et aussi qui pourront être utilisées potentiellement pour attaquer, et qui pourraient potentiellement avoir des impacts encore plus grands que des bombes nucléaires. Et donc ça, c'est nouveaux risques, ils sont mentionnés dans le livre, et il se dit, en fait, on n'a pas envie de laisser cette ère avec autant de risques. On est peut-être à un moment de l'histoire très particulier où on développe des outils qui auront la capacité de détruire l'humanité. Et donc, il nous faut davantage de ressources pour la régulation, pour du plaidoyer, pour de l'investissement, non pas sur les capacités, mais sur la sécurité. Et donc ça, c'est aussi un des messages qui est porté dans le livre. Ouais, et celui-là, il est vraiment, vraiment pernicieux, parce que autant la guerre nucléaire, tu te dis, tout le monde a compris que c'était problématique, et pourtant, ça intéresse pas beaucoup les gens. Autant celui-là, malheureusement, si je devais donner un pourcentage de combien de personnes dans la population ont compris que c'était un risque, je pense qu'il ne serait pas à 2 chiffres. Hein. Et... Alors, comme souvent, nos intuitions se trompent sur ces sujets. C'est vrai. Et au même titre que le changement climatique, les gens le pensent forcément à citer dans les top priorités qui leur viennent en tête. Mais en fait, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous voyez des risques majeurs qui viennent de l'intelligence artificielle? En fait, la majorité répond oui. Là, j'ai des études qui ont été faites à l'échelle de l'Europe. Il n'y en a pas qui sont concentrées sur la France. Mais non, c'est à 2 chiffres, voire c'est la majorité de la population. Mais après, ils considèrent des fois des risques qui sont fais attention, liés, qui sont liés du coup perte de travail, à la perte de travail, ou des questions d'éthique, etc. Et pas forcément les questions d'extinction de l'humanité. Mais mine de rien, des fois aussi avec le côté fiction, en fait, il y a des gens qui disent j'ai Terminator en tête. Spoiler, ça risque pas de se passer comme Terminator, mais en fait, ça donne déjà l'idée tangible que on pourrait perdre le contrôle et nous exposer à des risques. Et il y a des scénarios d'ailleurs beaucoup plus basés sur les preuves qui montrent des résultats catastrophiques comme ça, qui aident les gens à se rendre compte de ça. Oui, mais moi, j'avoue que c'est pas trop mon expérience. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu abordes ce genre de sujet, souvent déjà tu as un peu honte de l'aborder, parce que les gens ils te regardent comme si tu étais un illuminé. Ils font mais de quoi il parle, mais c'est pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on part de loin. C'est-à-dire que je vais pas cracher sur les pauvres gens, mais c'est vrai qu'il y avait une émission l'autre jour sur l'intelligence artificielle. T'entends des phrases, non, elle peut pas être plus intelligente que l'humain, car c'est l'humain qui l'a créée. Et puis ensuite, il y a un philosophe, c'était Raphaël Anton, qui vient parler des risques de l'IA. Le gars, il est philosophe, donc juste, il fait des belles phrases, mais c'est gentil, mais voilà. Et puis ça en dit long aussi sur la culture scientifique en France, parce que tu vas dans un magasin pour acheter des essais en France et des non-fiction en Angleterre ou aux États-Unis, c'est différent. C'est très rhétorique, la France. C'est beaucoup le culte de la belle phrase et tout. Je le sens pas bien là, ce sujet-là, au niveau de comment ça va se distiller l'information dans la population. Je sais pas si t'es aussi pessimiste que moi, mais là...
Moi, j'ai plutôt les côtés pratiques ou qu'est-ce que je vais faire concrètement pour agir t'as raison, oui. sur ces sujets. Et donc, j'inviterai les personnes potentiellement à lire le contenu ou les travaux de recherche du CESIA, donc du Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle. CESIA, c'est ça? C'est ça, le CESIA. Donc, Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle qui publie des ressources et des rapports sur ces sujets. Et si des personnes veulent aller plus loin et s'engager, en France, il y a notamment l'organisation Pause IA qui cherche des volontaires ou qui travaillent sur ces sujets et aussi potentiellement considérer soutenir ces organisations qui travaillent de manière efficace sur le sujet. Mais ça peut être une manière concrète d'aider à faire avancer le sujet. Ouais, je pense encore une fois, j'invite les gens à aller regarder. On a traité le livre Super Intelligence aussi, mais il y a quand même eu un gap depuis le livre Super Intelligence où en fait aujourd'hui, les ordres de grandeur temporels déjà sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que les gens se disent ok, là, on a fait énormément de progrès. Il est en train de se passer un truc et d'ici 5 ans, 10 ans, c'est quand même très probable qu'on ait un truc qui soit très, très, très intelligent face à nous. D'une part, et d'autre part, c'est vrai que du temps de super intelligence, il y avait des débats à la con sur on n'est pas des débiles, on va pas développer ce truc-là, on va pas le connecter à Internet, on va le mettre dans une boîte. Et puis il y avait des débats du ok, si tu lui mets juste une petite LED pour communiquer avec toi, est-ce que vu qu'il est super intelligent, est-ce qu'il va quand même réussir à s'échapper de la boîte? Les trucs qui sont connectés à Internet tout de suite. Donc on a changé complètement de braquet, quoi. Et donc c'est quand même quelque chose. Et après, peut-être, il y a le troisième risque existentiel dont on parle souvent, c'est les pathogènes. Donc, c'est plutôt ceux qui sont créés par l'humain, pas forcément ceux qui sont créés par la nature. Tu peux en dire 2 mots, peut-être Ouais, il y a d'ailleurs des fois qu'on peut relier aussi au sujet de l'intelligence artificielle, parce que avec des choses comme ChatGPT ou Claude, aujourd'hui, on mesure la capacité que les personnes ont à créer ces pathogènes extrêmement dangereux. Et en fait, par rapport à Internet, ça aide d'avoir ça. Et un jour, si ça devient vraiment trop capable ou trop de connaissances, peut-être que si n'importe qui chez soi sera capable de créer un virus qui pourra détruire l'humanité, il ne restera plus beaucoup d'années à vivre certainement, quoi. Au même titre que si tout le monde pouvait créer une bombe nucléaire dans son garage, ça serait plutôt une assez mauvaise nouvelle pour l'avenir de l'humanité. Et donc les agents pathogènes, c'est... il faut imaginer des choses qui seraient aussi contagieux que le Covid, mais qui auraient par exemple le même taux de mortalité que Ebola. Et en fait, si on est capable de générer ce type de pathogène et qu'on ne fait pas suffisamment de régulation pour empêcher la possibilité d'acheter certains types de molécules, si on ne met pas suffisamment de contrôle sur les laboratoires, sur les processus de sécurité qu'il y a autour de ces laboratoires, on se fait face à des risques qui sont inacceptables et qu'il faudrait davantage de ressources pour avancer sur ces sujets. Ouais, donc il y a ça et je vais faire mon pessimiste encore une fois, mais c'est vrai que même avec tous les épisodes du Covid, c'est vrai qu'on aurait pu se dire ok, c'est bon, ça a secoué les gens. C'était un avant-goût, ça aurait pu être quand même bien pire. C'était un avant-goût quand même de ok, c'est quoi une pandémie? Maintenant, je pense que c'est quand même admis qu'il y a quand même une probabilité non négligeable que ça soit juste ils n'ont pas fait exprès, ça a fuité d'un labo là-bas. Mais même ça, c'était un combat, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'était raciste, le truc du labo, et puis après, c'était un truc de complotisme. Bon, là, maintenant, je pense que ça va mieux. Juste, ils ont fait une connerie, peut-être, et ça a fuité. Enfin, on sait pas, quoi, en gros. Là, le consensus, ce serait de dire, il y a tel pourcent de chance que ça vienne directement d'un animal et tel pourcent de chance que ça sorte d'un labo, mais il n'y a pas, du coup, ça peut être oui, et puis t'as les truils entre les deux, du genre, tu sais, ils sont allés à la chasse aux chauves-souris pour étudier des trucs, et puis, donc c'est c'est sorti, il y a un gars qui avait ça sur son anorak en sortant, et puis voilà. Pour reprendre peut-être le ton du livre, quoi, qui s'appelle Ambition morale, d'ailleurs, le titre anglais, c'est genre comment ne pas gâcher son talent et commencer à faire une différence. En fait, quand on voit les problèmes du monde aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste de bonnes intentions ou d'agir dans la moyenne des personnes autour de nous, quoi. Il faut chercher à s'élever de ça et à concrètement prendre des actions qui permettent d'avancer sur ces causes-là. Et on ne peut pas juste se contenter de parler de ces sujets ou se renseigner,
Mais concrètement, envisager un changement de carrière, envisager de donner une partie de vos revenus ou envisager aussi de promouvoir ces idées. Donc, c'est finalement ce que tu fais toi à travers ton podcast, mais c'est potentiellement ce que vous pouvez faire en partageant potentiellement ce podcast à des personnes autour de vous qui peuvent motiver ou des personnes qui ont une certaine influence à travers leur réseau, une newsletter. Mais en fait, l'idée d'inviter les personnes à faire des changements majeurs, stratégique pour avancer sur ces causes, ça peut être une manière de garder ça. Et je pense que peut-être que je sais pas si je pense que je me qualifierais plutôt comme un optimiste, mais au final je m'en fiche un petit peu de la question de mon optimisme ou de mon pessimiste. Je me pose la question de concrètement qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Que tu es pragmatique, on va dire. Et donc ça se finit. Le livre se finit par pour commencer, il suffit d'un pas. Donc c'est un peu ce que tu dis. Donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Là, c'est pas mal, on a fait le tour. Mais pour les personnes qui déjà, si le sujet vous a plu, vous pouvez creuser davantage en allant lire le livre. Si vous êtes aussi intéressé sur des questions spécifiquement de carrière, sur le site d'Altruisme Efficace France, il y a tout un guide qui parle de comment avoir une carrière épanouissante qui aide les autres. Il propose même des conseils ou des ateliers pour se mettre à utiliser ces 80 000 heures de travail qu'on a potentiellement dans notre vie de manière efficace. Il y a aussi donc le site The School for Moral Ambition où on peut s'enregistrer pour potentiellement être mis en relation avec des personnes qui veulent discuter ensemble pour chercher à changer leur carrière. Il y a aussi les dons, je vous invite fortement à considérer l'efficacité dans vos dons et potentiellement vous renseigner. Sur le site de Mieux Donner, on a énormément de ressources accessibles. On a aussi une newsletter qui parle de ces sujets. Et si vous avez des questions, moi je suis toujours accessible pour discuter de ce sujet, indépendamment de si vous voulez donner ou même du montant que vous avez prévu de donner. Nous, on est toujours disponible pour échanger et partager des ressources sur ces sujets. Et enfin, vous avez aussi un potentiel avec votre voix, votre influence, de motiver d'autres personnes à agir sur ces sujets. Trop cool. Ça s'arrête là. Très bien, merci beaucoup de l'invitation. Top, c'était super intéressant. Merci.